J'avais 6 ans à Sherbrooke, puis, Gab, peux-tu juste faire ma musique, s'il te plaît? Oui. J'avais 6 ans, j'étais allé à Sherbrooke, puis avant que ça devienne un Canac Marquis, c'était un autre, Gaston Terrien, quelque chose comme ça, un centre de construction. Puis, ma mère m'avait apporté voir Hugo Girard, j'avais shaké à la main, j'avais 6 ans. On aurait dit que c'était, tu sais, là, les Cheetos, là, des petites affaires oranges dans sa main, là. Encore à ce jour. Puis j'ai été choisi. C'est un des super dads, en fait, qui est allé dans un BMR. Oui, je pense qu'il est propriétaire Valleyfield. Valleyfield. À Valleyfield, oui. Exactement. Ouais, je t'ai ouvert ça. OK. Puis il nous a mis en contact, on a jasé ensemble, puis on a eu le temps, dans le fond, de prendre on a pris le temps de discuter par téléphone, de vraiment voir, en fait, puis on a réalisé après quelques instants que Chris, nos valeurs sont alignées. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre l'heure, la demi-heure, peu importe le temps que ça va prendre pour juste jaser. Ça va littéralement, ça va être un épisode de podcast qu'on va être capable de partager sur nos médias sociaux, partager avec tous les autres milliers, littéralement, de boys qui nous suivent à travers les différents médias sociaux, mais également jaser avec vous autres de parentalité, de mindset, de développement, de dépassement de soi. Hugo, il a fait le tour du monde, puis il y a une histoire, dans le fond, qui va être capable de nous partager au courant, dans le fond, de l'intervention qu'on a. Avant même qu'on se lance. Ouais, avant qu'on commence, ouais. J'ai un peu de misère avec le 6 ans, t'es venu me voir avec ta mère. Il y avait d'autres personnes. C'était pas dans une pièce. Non, mais c'est 6 ans. Je devais être jeune pas mal. Là, je suis pas si vieux, là. Moi non plus, là, c'est ça que je voulais dire. Dans les années 2000, là, à peu près 2005, je te dis. Hey, ça va vite, hein? Ouais, le temps passe. Let's go. J'aimerais ça qu'on mette Hugo en contexte, OK? Parce qu'il vient ici dans une salle, du monde en sueur, ils ont chaud, ils ont l'air, ils marchent du croche, puis ils se posent la question, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Il y a donc aussi pour nous dire, en fait, c'est quoi les super dads, puis à quoi ça sert ce qu'on a fait en fin de semaine? T'es pas habitué. Dans le fond, prends ma place. Oui, OK, c'est bon. Salut Hugo. Hey, bonjour, ça va bien? Salut, moi c'est Rock. Moi c'est Hugo. Salut Ça Hugo. fait plaisir. C'est ça, dans le fond, les Super Dads. Plus proche. One, two, testing, OK. Dans le fond, les Super Dads, c'est des pères de famille qui veulent prendre le contrôle de leur vie, se remettre en shape, être capable de vivre le plus longtemps possible avec leurs enfants, leurs petits-enfants pour certains. C'est un mouvement qui régularise ton alimentation, qui t'aide à comprendre ton corps, qui t'aide à comprendre tout ton mindset, tout ce qui est l'évolution de ton corps, comment ça se fait que tu t'es rendu là, comment tu veux plus retourner là, comment faire pour perdre du poids de manière durable, d'avoir des bonnes méthodes, des bonnes techniques, la mise en pratique, des trainings live, puis des immersions comme ça, ce qu'on peut aller voir tous les boys, puis triper de fin de semaine d'être ensemble. Dans le fond, la fin de semaine, nous autres, a commencé pour certains vendredi. On s'est fait un 5 km à travers tout le bois. Après ça, on a fait des courses un peu comme du crossfit dans le fond, à charrier des poids, faire des distances, faire des exercices, tout en équipe, chacun notre tour. Quand il y en a un qui droppe le poids, tu vas l'aider à récupérer son poids, tu finis de faire le tour avec, puis à se cheerer, puis à s'aider, puis à s'accompagner là-dedans. Au travers de ça, il y a des formations avec les coachs Caleb, Gab, Thibaut, Crump, Oli, que eux autres, c'est du monde, pour la plupart des kinésiologues, qu'eux autres ont des formations de métier pour tout ce qui est la mise en forme, puis la pratique des muscles, puis tout ça, dans le fond, la nutrition. Fait que eux autres, dans le fond, on a des sections financières, des sections familiales aussi, l'interaction avec les enfants, comment gager, des trainings, comment les impliquer dans le mouvement. En gros, c'est pas mal ça. Puis, qu'est-ce que ça a changé pour toi, les super dads? Moi, ça a changé pas mal de choses parce que dans le fond, quand j'ai embarqué dans les Super Dads, j'étais en bas de l'échelle. Je venais de crasher dans le baril. J'étais à 335 livres au mois de mars de l'année passée. Je viens de me séparer. J'avais une petite fille de 1 an et demi. Puis ça a permis de faire... ça a permis de faire en sorte que je suis capable de prendre ma fille, de jouer avec, qu'avoir un père, dans le fond, longtemps. C'est ça que ça fait. Merci de la description. C'est super intéressant. Ce que j'ai bien aimé,
te mettre en shape, c'est pas juste physique, c'est le côté mental. Fait que ma perception de ça, parce que quand je m'en venais avec mon ami Ron, on parlait c'était quoi les super dads, mais c'est le fun de se le faire expliquer par un des super dads pour qu'ils puissent le comprendre. Mais la différence entre être super et être ordinaire, c'est le super. Moi, ce que je dis, la différence entre être ordinaire et être extraordinaire, c'est l'extra. J'ai comme l'impression que ce que vous apprenez à faire ici, c'est un peu l'extra. Quelle place dans ta carrière de sportif, tu as tout fait, right? Puis on va en parler dans le fond de ton histoire un peu, mais quelle place est-ce que le dépassement de soi, puis la portion, pas juste entraînement, alimentation, mais la portion mindset, état d'esprit, quelle place est-ce que ça a eu ça dans le succès que tu as eu dans ta vie, dans ta carrière? Ah, c'est pas compliqué, c'est toute la place. Mais tout le reste, ça part de où? Ça part de ton mindset. Fait que les limites, c'est nous autres qui s'les imposent. La plupart du temps, tu vas te dire ah, je vais essayer de faire ça. Mais à partir du moment que tu dis je vais essayer, tu es déjà, excusez, tu es déjà dans l'étape de l'échec. Dans la vie, on n'essaye pas, on fait des choses. Et lorsqu'on le fait, on réussit ou on échoue. Mais tu le fais. Quand tu essayes, mais ton mindset fait que tu n'es pas là à 100 Il faut que tu donnes tout. Fait que pour moi, peu importe ce que j'ai fait, j'ai commencé par le visualiser mentalement. Puis à partir de là, ben, chaque fois que tu frappes un mur, je reviens ici. C'est vraiment l'aspect mental, là, la tête mène le corps et non l'inverse. Donc, ça prend vraiment toute la place. On est-tu? Est-ce qu'on est avec cet état d'esprit-là? Est-ce que n'importe qui ici peut l'avoir, peut le développer, ou est-ce que tu dois absolument naître avec cet état d'esprit-là? Moi, je pense que c'est quelque chose que tu développes. Puis ce qui va faire en sorte que tu vas être en mesure de le développer, ça va être ton milieu familial. À quelque part, c'est à ça que ça sert des parents. Les parents sont là pour te donner des outils, t'inculquer les outils qu'eux ont reçus de leurs parents. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui les ont. Et là, ça finit que toi, tu te ramasses dans une position où tu as des responsabilités. Et avoir un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Puis, on le vit là, au quotidien. Il faut que tu apprennes à leur dire non. Il faut que tu apprennes qu'il y ait des conséquences. Il faut être conséquent dans la vie. Donc, toi, moi, je viens d'un milieu quand même assez restreint, 800 habitants, un petit village de la Côte-Nord. Donc, d'avoir des ambitions et des rêves, c'était pas commun. Tu devenais pêcheur ou tu devenais bûcheron. C'était pas mal ça, l'avenir pour les jeunes qui venaient au monde dans mon village. Puis, à quelque part, c'est pas ça que je voulais. Puis, les attentes autour de moi, dans mon milieu familial, on était une famille qui n'avait pas beaucoup de sous. On est dans un milieu, beaucoup de consommation, drogue, alcool, de la violence. Finalement, ce qu'on retrouve souvent dans des milieux défavorisés. Puis, je n'avais pas nécessairement d'encadrement. Les outils, on ne me les a pas donnés. Moi, il a fallu que je les développe. Puis, mon ambition de le développer, mais c'est simple, c'est à partir d'un rêve d'enfant à 12 ans. J'ai vu une compétition d'hommes forts à télé qui était le défi Mark 10. Puis là, ben, les athlètes que j'ai vus compétitionner me rappelaient les personnages des bandes dessinées que je lisais, qui étaient dotés d'une force surhumaine puis d'un physique impressionnant. Puis là, ben, pour moi, ce moment-là, puis je suis parti voir ma mère, je dit un jour, je vais devenir l'homme le plus fort du monde. J'avais aucune idée qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, mais pour moi, ce que ça voulait dire, c'est que j'avais un idéal, j'avais un objectif, et cet objectif-là, peu importe si j'allais l'atteindre ou pas, il allait me permettre de sortir de là. Et là, ben, j'ai compris par la suite, à travers les démarches pour apprendre à m'entraîner. Écoute, il n'y avait pas de gym. Moi, mon père s'entraînait avec des objets qu'il avait fabriqués lui-même. Il était soudeur de métier. C'était beaucoup trop, rudimentaire, beaucoup trop lourd. Puis il travaillait sur les chantiers, donc il n'était pas là. Mes parents sont divorcés très tôt. Fait qu'il a fallu que je fasse une entente avec eux pour réussir à avoir mes premiers haltères, un bel entraînement. J'ai monté ça dans ma chambre. Je me suis entraîné pendant un an là. Ensuite, ben, j'étais déjà assez costaud quand j'ai commencé. On a déménagé dans le sous-sol d'un de mes chums, puis on a fabriqué un gym. Fait que t'as 13 ans. Fait que moi, là, je voyais dans les revues, là, puis les livres, les équipements avec lesquels Arnold ou les autres culturistes s'entraînaient. C'est ça que ça me prend. Fait que j'allais acheter le fer. J'amenais ça chez nous pour ramasser l'argent. Je spottais des quilles dans les salles de quilles. On n'avait pas de planteur automatique. Fait que ça me donnait 3,25 $ par soir pour 3h30 d'ouvrage. Je ramassais des bouteilles vides. Je restais aux côtés de l'hôtel. C'était comme l'activité nationale dans le village. Le monde travaillait, il y allait à l'hôtel. Ce qui traînait dehors, j'ai ramassé. Ça me donnait 10 cents la bouteille.
Puis j'avais fait une entente avec mes parents qu'en échange de bons résultats scolaires, ils allaient payer la moitié pour l'achat d'équipements. Ça se résumait à quoi? Ça se résumait à un banc d'entraînement et un ensemble de poids haltères. 135 livres l'ensemble. Puis le banc d'entraînement. Fait que moi, j'ai ramassé mes sous. C'est comme ça que j'ai commencé. Fait que j'ai continué à ramasser mes sous. Puis là, ben, j'achetais le fer. J'emmenais le fer chez moi. Je le coupais assez à main. Après ça, je ramenais ça à la shop. Je le faisais souder. Je ramenais ça chez nous, perçais des trous. J'étais allé à cour à scrap, des poulies de skidoo pour me faire une machine à poulies, acheter le câble. Honnêtement, je me suis construit une machine à poulies, je me suis construit un bain incliné, un bain décliné, un banc Scott, un rack à squat. Fait que c'est assez incroyable ce que tu réussis à faire quand tu es motivé, puis quand tu as de l'ambition, puis tu as quelque chose. Puis j'avais pas personne me le montrer. Puis honnêtement, de trouver cette motivation-là, avec du recul, je me demande comment j'ai fait. Ouais. Je me demande vraiment comment j'ai fait. Puis, sais-tu comment je l'ai fait? J'avais un rêve. Puis mon rêve a pris toute la place. Mon rêve est devenu un peu le phare qui me permettait de continuer sur la droite ligne puis le droit chemin. Puis ce que j'ai compris, c'est plus je travaillais fort, plus j'avais de résultats. Puis là, j'ai commencé à l'appliquer dans d'autres sphères de ma vie qui étaient l'école. Parce que si j'avais des bonnes notes, mes parents m'aidaient. Du moins, je ne les avais pas sur mon dos parce qu'il n'y avait pas vraiment de discipline chez nous. Fait que chez nous, c'était pas mal le chaos, à l'exception de ma chambre. Étais-tu combien de frères et sœurs? J'avais une sœur. Okay. Fait que moi, dans ma chambre, là, moi, je faisais mon lit, je pliais mon linge, j'avais une paire de chaussures pour m'entraîner, une paire de chaussures pour aller à l'école. Fait que j'étais très structuré. Fait que moi, je n'avais pas le contrôle sur l'environnement dans lequel j'évoluais, mais j'ai pris le contrôle sur ce que moi, je pouvais. C'était pas grand-chose, c'était ma chambre. Après ça, c'était quoi? Mon entraînement. Après ça, c'était quoi? C'était mes études. Puis là, ben, si je travaille fort puis je m'entraîne fort, ben, je vais être plus gros, je vais être plus fort. Si j'étudie plus, je vais avoir des meilleures notes. Si j'ai des meilleures notes, mes parents me laissent faire à peu près ce que je veux. Puis là, ben, tu travailles, puis tu travailles fort, plus que j'ai de l'argent, plus que j'ai d'argent, plus que je peux investir. Tu comprends-tu? Ça fait que c'est comme ça que ça s'est développé. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai grandi avec cette mentalité-là. Donc, j'ai grandi avec la mentalité que si tu veux de quoi, ben, il faut que tu te retrousses les manches, tu attaches tes bottes, puis tu pars, puis fais-les, parce que si tu attends que les autres le fassent pour toi, ça n'arrivera pas. Tout ça a commencé avec un peu d'inspiration dans les magazines, le fait de voir Arnold, le fait d'avoir un rêve. De nos jours, les médias sociaux, ils font partie de notre réalité. On a, dans le fond, un téléphone cellulaire, chacun d'entre nous. Nos enfants également en ont. Dans la société dans laquelle on vit, on a des influences aussi positives que négatives. Selon toi, comment est-ce que, si tu avais à recommencer aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce serait plus facile? Puis quel impact, tu as un fils également, on en parle tantôt, quel genre d'inspiration est-ce que toi, tu veux qu'il voit? Est-ce que tu veux, dans le fond, qu'il soit un peu le gars qui a à avoir les inspirations sur les médias sociaux ou qui te voit, toi, être son inspiration primaire pour laquelle il puisse être capable de s'aligner comme du monde? Là, tantôt, j'ai parlé de responsabilité comme parent. Ben, c'est simple. Le parent, c'est le modèle. Le modèle ne doit pas être les réseaux sociaux. Le modèle doit être qui? Les personnes avec qui il vit. C'est eux qui sont là. Donc, moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas les réseaux sociaux nécessairement. C'est un outil. Il y a du positif, il y a du négatif, comme dans toute chose, mais tu ne peux pas laisser l'inspiration venir des autres. Parce que c'est à travers les outils que je vais transmettre à mon enfant qui va lui permettre de pouvoir devenir la personne qu'il va pouvoir être. Et ça, il va le faire comment? En te voyant faire les choses. Parce que lorsqu'on voit sur un écran quelqu'un qui réussit de quoi, on ne voit pas le bagage, on ne voit pas le travail qui est derrière. Ce qu'on voit, c'est le résultat. Tu vois la pointe de l'iceberg. Par contre, ton père, ta mère, eux, tu les vois chaque matin. Tu vois qu'est-ce qu'ils font. Ce qui fait la différence entre fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, comment tu peux espérer que ton enfant va développer cette motivation-là par lui-même? Elle n'arrivera pas. Comment il va la développer à travers les autres? Tu vois la personne qui est rendue au top. C'est comment tu fais pour te rendre au top. Pour moi, je me souviens que j'étais policier à l'époque, puis ça me frappait parce que de voir un père de famille qui en arrache, qui se lève à tous les matins pour aller travailler, qui fait du 8 à 5 ou du 8 à 4, qui n'a pas un gros salaire, puis là, ben, il s'occupe de ses enfants du mieux qu'il peut. C'est pas nécessairement l'ambition de tout le monde d'avoir, une vie de misère. Même si je ne dis pas que c'est une vie de misère, il faut juste dire, il n'y a pas nécessairement la job la plus payante, mais ce qui est inculque à son enfant, c'est qu'il se lève à chaque matin. Il va travailler pour mettre du pain sur la table, mettre des vêtements sur son dos, pour faire en sorte qu'il ait tous les outils nécessaires pour aller à l'école et lui devenir quelqu'un. C'est un sacrifice. Tu peux choisir des voies plus rapides de faire de l'argent.
Mais tu choisis des fois la voie qui n'est pas nécessairement la plus facile, mais c'est elle qui va être la plus payante. Puis c'est elle qui va donner le plus de résultats. Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est pas nécessairement ce que je fais, c'est ce que je fais pour faire en sorte que mon gars puisse avoir un modèle à suivre. Puis ce modèle-là, je ne veux pas qu'il aille le chercher ailleurs, je veux qu'il l'ait chez eux. Tu disais dans le fond que tu es sorti d'un village de 800 habitants, tu disais tantôt. Je checkais ton Wikipédia hier. Tu as un Wikipédia, Carlis. Premièrement. Tu me disais dans le fond que tu ne sais pas comment est-ce que tu as fait pour trouver l'inspiration, la motivation, mais tu l'avais, tu avais un rêve. Mais encore à ce jour, est-ce qu'il y en a des pères ici encore qui aimeraient peut-être devenir plus, être plus? Tu es allé à LA, tu as fait le tour du monde. Tu es une personnalité connue. Tu arrives ici au manoir du Lac-de-L'Âge, puis la petite Jenny à l'entrée, elle veut des photos avec toi. Tu viens de rien, on va le dire la même, puis tu es devenu la personne que tu es. Comment tu te sens face à ça? Je suis exactement la même personne que j'étais. Fait que c'est pas moi qui a changé, c'est les gens qui changent dans leur perception de ce que tu fais. Fait que pour moi, c'est important de rester connecté de rester groundé sur la réalité. Ce qui m'a emmené là, c'est le travail, les sacrifices, la discipline, l'ambition. Puis justement, tu prends pas, mes choix ne sont pas basés sur la facilité, ils sont basés sur qu'est-ce que je dois faire pour arriver à mes objectifs. Fait que par la suite des choses, je suis conscient parce que je le vois, je ne suis pas innocent, je me promène, les gens te reconnaissent. Mais pour moi, je reviens encore une fois à être un modèle. Les gens me reconnaissent, ils peuvent te reconnaître pour bien des choses. Ils peuvent te reconnaître pour les choses que tu fais bien, puis ils peuvent te reconnaître aussi pour les choses que tu ne fais pas bien. J'aime autant être reconnu pour les choses que je fais bien. Puis ça, ça devient un peu ta paye. Puis là, en même temps, ça devient un peu, encore une fois, ma ligne de conduite. Parce que ce que je veux, c'est que ça continue comme ça, que je sois perçu comme un leader positif. Puis, je te dis, un de mes buts, puis un de mes objectifs dans la vie, c'est d'avoir un impact positif dans ma communauté. Puis de tenter d'inspirer des jeunes et des moins jeunes, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, puis d'atteindre leur plein potentiel. Parce qu'on a tous quelque chose qui fait en sorte qu'on est spécial. C'est que des fois, on ne le sait pas, on ne l'a pas encore trouvé, ou des fois, on se fait pas assez confiance pour y aller, puis travailler pour y arriver, puis le développer. Parce que c'est pas facile. Quand tu t'es fait dire toute ta vie que tu n'étais pas bon, quand tu as vécu un paquet d'échecs, ça finit que tu n'as plus envie de rien entreprendre parce que tu es tanné d'échouer. Puis tu as l'impression qu'à chaque fois que tu n'arrives pas à atteindre l'objectif que tu t'es donné, que tu te calmes encore un peu plus. Ma façon de voir ça, c'est qu'il faut que ton envie de réussir soit plus grande que ta crainte d'échouer. Donc, c'est correct d'avoir peur, mais il ne faut pas que tu laisses la peur prendre le contrôle. Il faut que tu apprennes à la respecter puis prendre le dessus sur elle. Puis la seule façon que tu vas échouer, c'est en ne faisant pas les choses que tu dois faire. Puis dans l'échec, là, on va le mesurer d'une certaine manière. Si tu vises 100%, il y a plus de chances que tu tombes à 90 ou 80 que si tu vises 70. Parce que si tu vises 70, il y a des chances que tu pognes 60, 50, 40. Donc, c'est toujours de viser le plus haut possible parce que tu vas tomber le plus haut possible. Puis si tu as 100, ben, tu es content. Fait que, tu sais, moi, à 12 ans, je disais à ma mère, un jour, je vais être comme le plus fort du monde. J'ai aucune garantie, tu ne sais même pas quand ça va arriver. La journée que ça arrive, c'est 20 ans plus tard. Fait que si quelqu'un disait, moi, c'est ce que je veux être, mais ils vont te dire, ça va prendre 20 ans pour y arriver. Hein, tu vas-tu lâcher? Parce que la motivation, ça va t'en prendre. Parce qu'il y a des bouts de rough. 20 ans, c'est long. Mais la plus belle chose que j'ai appris, la journée que j'ai remporté le titre, c'est, tu sais quoi? C'est pas d'avoir gagné le titre, c'est d'avoir compris cette journée-là que je pouvais réussir tout ce que je voulais, si je le voulais vraiment. Puis ça, c'est bien plus important que tous les trophées et les compétitions que j'ai gagnées. Parce que, puis là, après ça, mais ce que ça m'a donné, c'est cette confiance-là. Pour moi, ce que je veux, c'est que dans le regard des autres, ils voient quelqu'un qui fait les choses de la bonne manière. Je veux qu'ils voient quelqu'un qui est un modèle. Fait que je suis bien plus exigeant envers moi-même que je le suis envers les autres. Parce que je veux, moi, qu'il y ait cette perception-là, puis pour qu'il l'ait, il faut qu'en premier lieu, je sois capable de me projeter de même et que je sois capable de l'être. Puis comme je dis tout le temps, c'est le test du miroir. Quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu peux mentir aux autres, tu ne peux jamais mentir à toi-même. Fait que c'est là que tu le sais, si tu as tout donné, si tu as vraiment été au bout. Puis là, ben, c'est pas de te décourager, c'est pas de te taper dessus, c'est de prendre conscience puis de te responsabiliser. Fait qu'à partir du moment où tu sais, ouais, être ordinaire,
Mais tu sais quoi? Si tu n'aimes pas le feeling d'être ordinaire, fais l'extra, puis là, tu vas devenir extraordinaire. J'ai l'impression que de nos jours, puis on est différentes heures. Tu sais, j'ai 29 ans. Il y a des personnes ici de 40 ans, de 50 ans, de 55. Ils sont devenus grands-pères. J'ai l'impression que la culture face à la résilience change beaucoup. L'acceptation, dans le fond, de soi comme qu'on est, mais parfois dans la médiocrité. Toi, dans le fond, qui as dû travailler tellement fort pour avoir ce que tu as, puis qui a littéralement été dans le 0,1%, de voir ça, de voir même que ton fils vit dans une société aujourd'hui où est-ce qu'il est beaucoup plus influençable vers l'acceptation de soi, malgré que c'est bien d'être en paix avec notre situation, mais quand notre situation, c'est ça que je dis, moi j'ai perdu mon père à l'âge de 17 ans. Puis moi, ça m'a apporté, dans le fond, à consommer, à avoir les mauvaises influences, à ne pas avoir de ligne directrice, puis à être un bum, right? On regarde chacun de ces gars-là, puis tu l'as dit tantôt, Rock, il ne fait pas ça pour être en shape, il ne fait pas ça pour peser 180 avec la... Ouais, peut-être que... Je dirais pas non. Mais en même temps, l'objectif, c'est sa petite Romy, c'est sa fille. Fait que de voir, en fait, aujourd'hui, que notre société devient de plus en plus acceptante de la médiocrité, toi qui as dû soulever des montagnes, littéralement, comment ça te fait sentir de voir que de plus en plus, la société, en fait, accepte ce que toi, tu n'as jamais voulu accepter? Lâcher, échouer, se contenter de ne pas être le meilleur. Écoute, en premier lieu, ce que j'aimerais dire, c'est que la raison pour laquelle que tu le fais, c'est pour ta fille. Ta fille représente à tes yeux ce que moi, devenir l'homme le plus fort du monde, représentait. Donc, on comprend que dans l'accomplissement du défi, ben, tu vas dire, ah, ben, c'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Parce que pour lui, c'est son championnat du monde. Donc, c'est ça d'accepter la médiocrité. C'est de savoir ce que tu veux. Puis la différence, c'est ce que je veux, ce que je suis. T'es-tu bien avec ce que t'es? C'est ça. Ultimement, c'est juste, t'es-tu bien? Et clairement, que si t'es pas bien, puis si t'es honnête avec toi-même, tu le sais quand est-ce que t'es bien. Tu le sais si la job que tu fais, tu l'aimes. Tout ça, là, t'es toutes tes réponses. C'est vraiment là, d'être dans le moment présent, puis d'être honnête avec soi-même. C'est dur de faire ça. C'est dur de mettre de côté parce qu'on a une job, on s'est acheté une maison, on a une voiture, tu as des responsabilités, mais tu n'aimes pas ta job. Tu sais, moi, je pense là, que dans la vie, là, c'est pas la durée de celle-là, de celle-ci qui est importante. C'est ce que tu vas faire pendant que tu es là. Et la vie est beaucoup trop courte pour faire les choses que tu n'aimes pas. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu fais, change ta réalité. Puis là, ben, cette réalité-là va devenir le rêve que tu veux réaliser. Donc, ça, c'est au niveau personnel. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est pas la société qui va dicter qu'est-ce que moi je vais être. C'est moi qui me dis à moi-même c'est quoi mes objectifs. Tu sais, la journée que j'ai appris, parce que quand j'étais jeune, là, ça me dérangeait beaucoup, j'étais plus gros, plus grand que les autres. Je faisais des choses différemment des autres parce que j'ai commencé à m'entraîner à 12 ans. Je n'étais pas un gars de gang. Tu sais, t'es le gars qui s'entraîne, t'es le gars qui court 3 fois semaine pendant que les autres sont au parc en train de jouer. Tu sais, j'aurais voulu faire partie de la gang. Puis là, à un moment donné, je ne faisais pas partie parce que je me sentais différent. J'agissais différemment des autres. Puis les autres me faisaient sentir différent parce que je me faisais ignorer. Mais la beauté, c'est que, étant plus gros et plus costaud que les autres, ben, je me faisais pas écœurer. Ah non, comment ça, me semble? Mais tu comprends que de ne pas sentir que les gens veulent nécessairement se coller sur toi, que ça dérange. Donc, pourquoi? Parce que les différences dérangent. Fait que c'est normal qu'en société, on essaye de plaire à la majorité. Puis c'est un peu le même qui essaie de nous emmener. Ils nous traitent un peu comme si on était des moutons. Donc, pour eux, là, l'objectif, là, c'est peut-être pas un de tes objectifs, et deux, leur objectif, c'est peut-être viser du 60. Mais toi, tu n'es peut-être pas bien là-dedans, mais tu as été élevé dans ça. On travaille dans une société qui est comme ça. Donc, est-ce que c'est correct d'être de même? Ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Ta réalité, tu l'aimes-tu? Si tu ne l'aimes pas, prends action. Change-les. Puis là, ben, un peu comme tu as dit tantôt, tu t'entraînes peut-être pas pour être en shape physiquement et peser 180 livres, mais la journée que tu vas peser 180 livres, puis tu vas l'avoir faite pour les bonnes raisons, pour ta fille, tu vas être content en tabarouette. Puis là, tu vas savoir c'est quoi le feeling. Puis ce feeling-là, ce qu'il va te donner, là, il va te donner de l'énergie pour dire hey, si j'ai été capable de faire ça, je suis capable de faire d'autres choses. Donc, tu n'acceptes plus l'état d'être de la même manière que tu l'acceptais avant. Fait que moi, je
te dirais, je vis en société, mais je vis en marge de la société. Donc, je installe mes valeurs, mes propres standards. Donc, comme je revenais tantôt, pour faire un lapsus, c'est pas le regard des autres qui dicte ma façon de me conduire, c'est mon regard envers moi-même. Donc, c'est mes standards, puis mes standards sont très élevés. Puis la difficulté, c'est que plus tu réussis, plus tu montes. Fait que moi, mon objectif ultime, c'est d'être la meilleure personne que je peux être. Puis j'essaie de le faire dans pas mal tout ce que je fais. Puis des fois, mais j'y arrive pas vraiment. Puis là, mais des fois, tu trouves ça dur. Puis là, ce que je fais, mais je remonte mes manches, puis j'attache mes bottes, puis je vais continuer à travailler plus fort. Puis tu as monté les échelons. Les personnes, dans le fond, qui montaient avec toi, c'est des personnes qui s'associaient avec toi, qui avaient les mêmes valeurs, la même vision des choses. Ici, on a 40 gars qui se tiennent ensemble, puis qui ils ne veulent pas être le mouton. Ils ne veulent pas être des dads ordinaires, ils veulent être des super dads. Quelle est l'importance que toi, tu as vue dans ta carrière de t'entourer de personnes qui étaient alignées avec toi, qui n'allaient pas simplement te retarder, mais qui allaient t'aider à te propulser dans ton cheminement? Puis, quels seraient tes conseils face à ces gars-là également, que parfois ils vont retourner chez eux, puis ils vont avoir des gars qui vont accepter de ne pas s'aimer, de ne pas s'apprécier, de ne pas se dépasser? Quelle est l'importance de l'environnement et de l'écosystème autour de nous? Ça fait toute la différence. Tu sais, quand on vient au monde, on ne choisit pas notre famille. Mais à partir de là, tout le reste, on choisit. Vous savez, comme je dis souvent, on ne vient pas au monde champion, on ne vient pas au monde perdant, on vient au monde avec des choix à faire. Puis des choix, là, ça ne vient pas de moi, là. Il y a une étude qui a été faite, là. On fait en moyenne 3200 choix par jour. Là, ça en fait des choix. Hein? Puis des choix, c'est aussi niaiseux que se lever le matin, puis il y a une pomme, une poire, un orange sur la table, puis là, tu te demandes lequel que je mange. À moi de t'appeler Hugo Girard, moi, je vais manger les 3. Tu vas prendre un choix, tu vas choisir quelque chose, et chaque décision qu'on prend nous emmène quelque part. Donc, c'est là de bien s'aligner, puis être aligné sur nos objectifs. Et la chose la plus importante, c'est de choisir les gens qui vont nous accompagner pendant le trajet. Puis, c'est normal, on se trompe, parce que c'est pas tout le monde qui a la même honnêteté. Il y a bien du monde qui vont se greffer à toi en cours de route pour les mauvaises raisons. Puis, au final, tu vas réaliser qu'ils n'étaient pas là pour t'aider à avancer, qu'ils étaient là pour se laisser traîner, puis voyager. C'est un peu comme si tu devenais un autobus. Fait que tu n'as pas besoin d'être... Moi, ce que je veux, là, c'est... Je suis un train. Puis dans le train, là, ben, des fois, tu as une locomotive qui est à l'autre bout, tu en as un autre dans le milieu. Tu vas avoir ce genre de gens-là autour de toi. Fait que, oui, ceux que je ne choisis pas, c'est correct, sont là, mais par la suite, tout le reste, là, ça dépend de toi. Puis à partir du moment que tu n'es pas aligné sur les mêmes valeurs que moi, on va se dire salut, on va se croiser, mais on ne fera pas de cheminement ensemble. Là, je vais te donner un exemple facile. À un moment donné, j'étais au gym, puis je vois une connaissance que je connais, puis je dis Hey, Hugo, il dit me semble, ça fait qu'on ne te voit jamais, puis ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Mais tu sais, c'est un gars qui fait le party. Moi, je ne fais pas le party. Fait que ma réponse a été mais si tu ne me vois pas, c'est sûrement parce que je suis à l'endroit où je dois être en train de faire les choses que je dois faire. Peux-tu checker la caméra? Je checker ou pas? Oui, il n'est pas bon à Tu es devenu père. Oui. Tu as un fils. Un fils. Quels ont été les défis que tu as rencontrés quand tu es devenu père, puis encore à ce jour que tu rencontres potentiellement? Écoute, ça, c'est. Moi, quand mon fils est arrivé, j'étais comme sur la fin de ma carrière. Je ne le savais pas que c'était sur la fin de ma carrière, mais les blessures sont arrivées. Puis mon fils, c'était un peu comme un accident. Ma conjointe est tombée enceinte, on l'a eu. Puis, honnêtement, avant d'avoir un enfant, j'en voulais pas. La raison, c'est parce que moi, mon enfance, ça n'a pas été facile. Puis, je ne savais pas si j'avais les outils pour être un bon père. Puis, cette responsabilité-là, je trouvais que c'était beaucoup de poids. L'autre affaire, c'est que quand tu pratiques un sport individuel, puis possiblement un sport d'équipe, mais là, je peux parler pour un sport individuel, tu deviens très égoïste. Parce que pour arriver au top, tu n'as pas le choix. Tu mets beaucoup de choses à côté, tu fais des sacrifices. Tu sais, j'écoute encore de la musique des fois, puis la tourne à 20 ans, puis j'ai l'impression que c'est la première fois que je l'entends jouer, puis hey, c'est donc bien bon, ça vient de sortir, là, tu regardes ça, tabarouette. Hey, j'en ai-tu manqué un bout? Ben, c'est ça. Moi, là, je ne pratiquais pas le sport des hommes forts, j'étais un homme fort. Fait que c'était tout le temps. Je travaillais dans la police, là, puis
C'était pas en fonction, OK, dans la police, qu'est-ce que je vais devenir? Un sergent détective? Non, moi, c'était, je vais devenir un homme fort, puis je vais gagner ma vie avec ça. Là. Fait que moi, je m'entraînais, je travaillais, je dormais, je mangeais, puis je recommençais. Ma roue, c'était ça, parce que c'était le chemin, le seul chemin que je voyais pour m'emmener à mes objectifs. Excuse-moi, j'ai perdu le fil, répète-moi. Ton fils? Oui. Parce que là, dans le fond, tu as dit. Là, mon fils est arrivé. Au début, mais ça n'a pas été facile parce que j'ai beaucoup d'engagement. J'étais très occupé, je n'étais pas là. Puis là, il a fallu que je fasse un choix. Et le choix, c'est, je pense qu'un enfant, à cet âge-là, il a plus besoin de sa mère que de son père. Puis, tu sais, tu fais des choix, on parle de sacrifice, c'est pas des choix qui sont le fun, là, parce que tu sais que tu sacrifies du temps de qualité avec ton enfant. Mais en même temps, j'étais honnête avec moi-même. Je ne suis pas le genre de gars qui va changer les couches. Je suis capable de le faire, je l'ai fait, mais c'est pas là que je suis bon. J'ai compris rapidement à travers ma carrière, tu sais, quand j'ai compris que si je m'entraînais, au lieu de tondre le gazon, ben là, j'allais être plus fort. Si j'étais plus fort, j'allais avoir de meilleurs résultats. J'ai de meilleurs résultats, je vais faire de l'argent. Là, j'ai catché que je vais payer quelqu'un pour tondre mon gazon, puis je vais m'entraîner à la place. C'est sensiblement ça. Je me suis dit, regarde, moi, mon rôle va devenir un peu un rôle de pourvoyeur. Les premières années de sa vie, et plus tard, ben, je vais pouvoir le ramasser quand il va se ramasser à un âge où il va devenir adolescent ou peut-être un peu plus jeune. Puis que là, je vais être plus présent parce que je vais pouvoir faire des affaires de gars avec mon gars. Parce que c'est là que je me voyais avoir une utilité. Puis honnêtement, je regrette. Je peux pas dire que je regrette, mais oui, je le regrette parce qu'il y a des années que j'ai manqué beaucoup de présence. Mais ce que je vis avec mon gars-là, là, c'est exactement ce que je voulais. Fait qu'au final, mon plan a marché. Puis la proximité que j'ai avec mon enfant est incroyable. Là, mon gars, maintenant, il vit avec moi. Il joue au football. C'est mon partenaire d'entraînement. C'est mon meilleur chum. Puis d'avoir cette relation-là, c'est comme, wow, c'est extraordinaire. Fait qu'au final, c'est peut-être pas le standard qui est projeté par la société, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux 100%. dire. Est-ce qu'il est supposé d'avoir une boîte que tout le monde suit? On vit dans une société où ils nous mettent dans des boîtes. On est dans un moule, puis il faut qu'on fitte le moule. Moi, j'ai travaillé avec mes forces et mes faiblesses. Puis j'ai dit, si je mets mes forces aux bonnes places, puis je compense mes faiblesses par les bonnes personnes, sa mère, qui a inculqué aussi des bonnes valeurs, j'étais là tout le long de la run pareil. Toutes les étapes importantes de sa vie, j'ai toujours été là. Est-ce que j'étais présent dans les premières années de sa vie? Non. Mais c'était plus important pour moi à cette époque-là et pour lui, pour la suite des choses, de faire les choses que j'étais en train de faire là et d'être là à 100%. Parce qu'on va se le dire tout de suite, quand tu fais de quoi 80%, mais le meilleur que tu vas avoir, c'est 80%. Ça, c'est si tu as 100% de l'effort que tu mets. Donc, il faut que tu choisisses où tu veux réussir, comment tu vas réussir, puis il faut que tu aies un plan. Et pourquoi qu'un plan, ça marche ou ça ne marche pas, savez-vous? La volonté ou l'action. Si tu le suis ou tu le suis pas, c'est pas compliqué. Quand tu parles avec quelqu'un, puis il fait une diète, puis je comprends pas, je fais une diète, puis je perds pas de poids. Excuse-moi, quand je me mets à parler avec, c'est pas long que je trouve que ta diète, tu la suis pas. Mais si la diète est marquée, il faut que tu manges un biscuit Oreo en mangeant, des fois 2 par jour. Es-tu dans ta diète? Non. Tu la suis pas. Mais tu la suis pas, c'est pas je triche une fois, c'est tu la suis pas. C'est all-in ou all-out. Donc, c'est la même affaire. Fait que pour moi, mon garçon, maintenant, quand il était à Québec, moi, je vivais à Montréal, là, je l'appelais chaque semaine. Bien, tu t'informes les notes. Moi, là, maintenant, je vis avec, il est à Saint-Jean, chaque jour que je suis à la maison. Lui, il va au cégep, après ça, il a sa pratique le soir. Avant de me coucher, j'attends qu'il revienne à la maison pour parler avec. Je veux savoir comment a été sa journée. Ta pratique, comment ça a été. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je jase avec, je m'intéresse, je m'implique. Là, après ça, ben là, on va, OK, physiquement, comment tu te sens? Bien, quand on a fini l'année scolaire, là, il a fini, l'année de football à l'automne, moi, j'avais déjà préparé le plan d'entraînement qu'on allait suivre cette année. Puis là, je l'avais vendu. Je dis, regarde, l'année prochaine, ça ne sera pas la même game, mon homme. Fait que... Faire coacher, ça coûte combien, ça? Fait que là, il dit, là, tu vas prendre 2 semaines off, puis après ça, on commence. Fait qu'on a commencé le 1er décembre. Fait que là, le plein, la diète, la food prep, la grosse affaire. Il dit, là, on va te traiter comme si c'était un professionnel. Il dit. Puis là, au début, ben, ses chums, ses coéquipiers,
le regardait un peu bizarre. Il arrivait à l'école avec sa boîte à lunch, puis il se faisait écœurer. Là, il était obligé de dire, parce que tu vois, la pression des pères, c'est important. Pas P-A-I-R-E, là, P-A-I-R, ouais. Fait que là, il dit, Tyler, il faut que tu mettes ça de côté. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va faire la différence entre réussir et pas réussir. C'est comment tu es capable de te mettre des œillères et comprendre que toi, tu as un objectif, tu as un plan, puis il faut que tu le suives. Puis ton plan n'est pas le leur. Puis tu sais quoi qui s'est passé? Exactement ce qu'on avait prévu. Parce que durant le COVID, moi, il a passé tout le COVID chez moi. Il y avait l'entraînement à la maison, l'école à la maison. Puis là, on l'avait entrepris. Puis là, on a eu des vraiment bons résultats. Puis là, ben, quand le COVID a terminé, il est retourné à l'école, mais il n'avait pas ouvert les gyms. Fait que tous les résultats qu'on avait obtenus, on n'a pas pu se transférer. Fait qu'il avait perdu du poids. Puis là, sa mère faisait bien à manger. Fait qu'il avait pris du mauvais poids. Fait que là, quand il est arrivé pour son camp de football, il n'était pas dans la forme physique qu'il était lorsqu'on a terminé, puis ça a apparu sur le terrain. Puis là, ben, il n'était pas assez lourd. Fait que quand on a commencé l'entraînement au mois de décembre, entre maintenant, il a pris presque 35 livres. Fait qu'on a baissé son pourcentage de gras, puis on a augmenté sa force de beaucoup. À l'école, ses coéquipiers, il est passé d'être... Il n'était pas un mauvais joueur, mais c'était une recrue. Puis là, c'est le gars le plus fort de son équipe. On a réussi à faire ça en quoi? 6 mois. Pourquoi? On n'a pas fait de miracle, là. On a réussi à établir une structure, de la discipline, un plan et le suivre. Tu sais que mon gars, à cette heure, il n'a plus besoin de le motiver, là. Il l'a motivé. Pourquoi? Parce que je lui ai pas vendu quelque chose. Je lui ai montré, je lui ai fait faire. Tu lances exactement. C'est ça la différence. L'autre affaire, c'est qu'il me voit aller, là. Il voit. Moi, je suis fatigué, je vais pareil, là. La diète chez nous, les cochonneries, si j'en achète pas, il n'y en a pas. Donc, c'est le meilleur moyen. Si tu ne veux pas tricher, si tu n'as rien pour tricher, tu ne pourras pas tricher. Fait que c'est plate quand tu as faim et tu as envie d'en manger. Puis là, tu te dis, ben là, vas-tu prendre mon char pour y aller? Alors, on va laisser faire. Ben là, finalement, c'est tous des petits outils. Mais là, ben, c'est ça. Puis les conversations qu'on a sont vraiment plus différentes qu'ils étaient aussi. On a des conversations d'hommes, alors qu'il vient juste d'avoir 18 ans. Puis là, ben, les conversations tournent sur exactement, OK, j'ai telle difficulté, j'ai tel objectif, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, je fais des meetings d'affaires, j'emmène mon garçon quand je peux. Parce que je veux qu'il voit comment ça fonctionne. Je veux qu'il comprenne. Il est là, il observe, et par la suite, on s'assoit ensemble, puis on en discute. Mes contrats que je signe avec mes partenaires, j'y monte. Pour y expliquer comment ça marche, comment je les ai négociés. C'était quoi qui était bon pour eux, qu'est-ce qui était bon pour moi, pour qu'ils comprennent le sens. Qu'est-ce que ça fait? Tu lui donnes des outils où, à un moment donné, tu ne vis pas dans un monde de licorne. Ouais. Tu comprends qu'à un moment donné, qu'une entente, il faut qu'elle soit bonne pour tout le monde pour qu'elle marche. Qu'à un moment donné, des fois, tu vas céder certaines choses pour obtenir d'autres choses. Donc, fait que cette relation-là avec mon garçon est exactement et même mieux que qu'est-ce que j'aspirais à ce qu'elle soit. Est-ce que ça compense pour les années ou le temps que j'ai perdu? Non, mais j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Donc, c'est un peu ça. Puis, je pense que c'est mieux ça que d'être là, d'être malheureux, de ne pas être le modèle que tu peux être, puis qu'au final, ben, que tu ne sois pas le rôle modèle qu'il va avoir quand il va se ramasser à l'âge adulte. Parce que c'est là que c'est important. Et là, qu'est-ce que j'y passe? J'y passe mon coffre à outils. Parce que je parle souvent du coffre à outils. Lui, les études, c'est un peu plus difficile. Moi, j'étais bon à l'école. Il n'est pas mauvais à l'école, mais il fait du TDAH. TDAH. Fait qu'il y a de la difficulté, puis il a resté attentif. Fait qu'il faut qu'il travaille plus fort. Là. Il faut que tu y vendes. C'est dur à vendre un jeune, là, qu'au lieu de jouer avec ses chums aux jeux vidéo, il faut que tu étudies. On est passé que là, je suis obligé de le checker, de le parler. Puis là, à un moment donné, ben, à force de travailler, là, j'ai plus besoin de le faire. C'est de lui-même. À un moment donné, je lui dis, hey, t'en là, viens-tu écouter, on va partir un film. Il dit, non, papa, j'ai un examen vendredi prochain. Il faut que je travaille. Ça, c'est une belle récompense. T'as eu tout plein, puis présentement, là, on te voit sur les médias sociaux, si on check ton Instagram, c'est à gauche, à droite, là, 2 semaines, t'es en France. T'as tout plein de projets présentement. Je veux que tu me parles concrètement des projets que t'as, puis comment est-ce que t'as réellement, parce que, tu sais, on voudrait tous que nos kids, s'ils viennent avec nous autres, soient intéressés à travailler fort, à voir ce qu'on fait, ce qu'on entreprend. Toi, concrètement, dans les partenariats, quels sont les partenariats que tu as actuellement, puis comment est-ce que tu as impliqué ton fils concrètement là-dedans? Mais premièrement, je suis porte-parole ambassadeur pour BMR. Ça fait déjà depuis 2007. Fait qu'il a comme grandi là-dedans. Puis c'est le fun parce que là, il étudie, lui, il veut faire un MBA. Fait qu'il avait un travail en administration. Fait qu'il a rencontré des gens
la direction chez BMR. Fait que j'avais des contacts là, pour le faire rentrer. Un ou deux, peut-être. Puis, l'autre affaire, ce qui est le fun dans mes partenariats, moi, là, je fais des choses qui me passionnent. Je ne fais pas du barbecue parce que, hey, Hugo, on aimerait ça que tu fasses du barbecue. Je fais du barbecue parce qu'à un moment donné, je dis, hey, moi, je tripe barbecue. Ça serait le fun de faire un show de barbecue. Fait que là, je m'en vais voir une maison de prod. Je dis, hey, je voudrais faire un show de barbecue. J'ai ça dans la tête. Ah oui, c'est bon. On fait un show de barbecue. Le show de barbecue marche. La Renault, mais c'est à cause de BMR. Là, après ça, mon autre partenariat, moi, je suis un gars de char. Fait que là, je viens de signer avec le groupe Olivier. Fait que je fais toutes des affaires que j'aime, qui me passionnent. J'aime manger. Puis moi, je suis un gars que j'aime ça manger du Tyson. Mais là, je viens de signer avec Tyson. Là. Ah ouais? Ouais. C'est rentable. Ouais, ça a été facile à vendre. Pour toi, peut-être pas pour moi. Mais ça a été facile à vendre. Puis tu sais quoi qui est drôle? Parce qu'à un moment donné, je cherchais un ambassadeur. Puis là, ben, il y a plein de noms qui pop, dont le mien. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y en a qui veulent t'avoir. Il y en a d'autres qui en veulent moins parce qu'ils aimeraient peut-être ça d'en avoir un autre. Puis là, la question est, ouais, mais lui, il va-tu? Il dit, Hugo, lui, il va. Parce que partout, s'il y a un Tyson, à un moment donné, moi, il ressort de là. Fait que ça fait 12 ans, ça fait 15 ans que c'est ouvert, je pense. Ça fait comme 12 ans que j'y vais. Donc, je reste sur les choses qui me ressemblent et qui sont proches. Puis ma relation avec mon garçon, à force de te frotter sur toi, il vient qu'il prend un peu tes couleurs. Donc, on mange le même plat chez Tyson. Puis c'est pas le plat qui est sur le menu, c'est le plat que je me fais faire. Un plat de taille. Tyson, ouais, c'est ça. Très perspicace. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai emmené à s'y intéresser. Parce que s'il connaît ce que tu fais, tu partages avec lui. Tu sais, il y a beaucoup de gens que leur enfant, OK, c'est un enfant, puis il ne parle pas de ces choses. Tu ne l'intéresses pas. Fait que comment tu veux qu'à un moment donné, tu aimerais ça l'emmener avec toi s'il n'y a aucun intérêt, tu n'y en as jamais parlé. Puis quand tu commences à y en parler, il ne comprend rien. Donc, c'est de vraiment là, vulgariser les choses qu'ils comprennent. Parce que c'est sûr que quand il était plus jeune, il ne comprenait pas tout. Là, je lui explique pourquoi j'aimerais telle chose, pourquoi j'aimerais tel partenaire. Là, ce qui est le fun, je n'ai plus besoin de faire ce travail-là. Puis là, ben, quand j'arrive sur de quoi, parce qu'il y a des affaires plus intéressantes que d'autres auxquelles je participe, puis là, je vais demander, hey, attends là, j'ai telle réunion cette semaine, puis tu es disponible, ça te tente-tu de venir avec moi? Là, il va demander, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être où? Puis là, il va décider si ça lui tente ou pas. Puis bien souvent, ben, il dit, OK, je vais y aller parce qu'il a compris que les connaissances, c'est le pouvoir. Donc, plus que tu as d'outils dans ton coffre à outils, mieux tu vas être capable de réussir. Puis c'est ça le réflexe. De tout ce que j'ai pu y apprendre, c'est le réflexe que je suis le plus fier. C'est faut que tu en veuilles plus que moi. Tu sembles avoir une belle relation avec Tyler. Tu sembles être ouvert et te parler avec. Right? En tant qu'homme, parfois, discuter, moi, mon père, j'ai jamais jasé avec. Right? Puis c'était, quand on jase, puis ta journée. T'sais. Ça finit là. Tu es un homme, un vrai. Les émotions, là, t'en parles-tu avec ton fils? Parce que c'est important pour toi de communiquer, d'être ouvert, sans tabou, d'être capable de s'entendre, de se parler, puis d'être franc et transparent. Ça. Oui, effectivement. Tu sais, mon garçon, quand il était jeune, là, il ne me donnait pas de colleux, il ne me donnait pas de bec. Là, il est rendu à 18 ans. Puis là, c'est papa, je t'aime, puis moi, je dis je t'aime. Puis là, ben, c'est le colleux vient de se coucher. C'est comme, normalement, un enfant à cet âge-là ne fait pas ça. Là. C'est drôle, je sortais avec une fille, elle ne comprenait pas ça. C'est parce que tu n'as pas compris comment ça marche. C'est pas une question d'âge. C'est une question d'être vrai. Puis si tu aimes, ben, montre-le, puis sois honnête. Puis je reviens, tu sais, ta relation, là, tu ne peux pas exiger aux autres d'être honnête si tu ne l'es pas. Et pour être honnête, il faut que tu sois capable de parler des vraies choses. T'sais, ma relation avec mon gars ne tourne pas autour de la discipline. J'ai toujours traité mon gars comme un homme depuis plusieurs années, en l'encadrant, en lui donnant de la lousse pour qu'il fasse ses propres erreurs, puis de travailler pour gérer ça. Puis quand il arrive de quoi, mais au lieu de tomber sur la tête, on s'assoit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On va faire le travail ensemble, là. Le raisonnement et la réflexion. Parce que sinon, comment tu vas avancer? Si tu y tapes dessus, tu n'as pas besoin. Là. Je vais te donner un exemple. L'année passée, je me suis monté un camion. Il a planté le camion d'un poteau dans un stationnement qui n'a pas de char. Ah, je l'ai montré. J'ai été pas si pire, je me suis surpris moi-même. Là. Il a été beaucoup plus dur envers lui-même que moi je l'ai été. Il a fallu que je le ramène. Donc, c'est déjà un bon signe là, parce qu'il a compris qu'il a fait une erreur. Par la suite, on a regardé ensemble. C'est quoi qui s'est passé? Parce qu'à un moment donné, c'est fait. Puis honnêtement, la chose la plus importante, il n'était pas blessé. Le reste, c'est du métal, puis ça change. Puis ce qui est drôle, parce que là, je vais être honnête dans l'histoire, il m'appelle,
Puis il dit, paf, il faut que je te parle. Il dit, c'est arrivé. Ça commence pas bien. Fait que là, il m'écrit, ouais, il est arrivé une bad luck. Là, je l'appelle, il me raconte ça, puis là, il m'envoie la photo du truck. Là, c'est la photo, tabarouette. Il était pas si pire que ça, il n'a pas l'air magané tant que ça, finalement, il en avait pas mal. Mais quand il me dit, ouais, il dit, je suis allé à ma pratique, quand je suis revenu de la pratique, il y a quelqu'un qui est rentré dans le camion, puis il était le même. Ouais. Fait que là, il dit, bon, là, tu vas appeler la police, t'es fait venir, délit de fuite. Moi, j'embarque sur le téléphone, ils ont des caméras au cégep. Fait que là, ce que j'ai trouvé cool, par exemple, c'est lui qui m'a rappelé 10 minutes après. Puis là, il m'a dit, ouais, papa, là, c'est pas vraiment de même que ça s'est passé. Il a quand même eu le réflexe. Il a pensé de faire d'autres choses. Il est parti sur la mauvaise voie, mais après ça, il s'est ramené. Fait que là, la conversation, une fois que tout est tombé, on l'a eu la conversation. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de ta réaction. J'ai eu peur de te décevoir. Mais tu sais, il dit, regarde, c'est fait. Oui, je n'étais pas content. Je t'ai dit comment je me sentais. Là, après ça, bon, là, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis comment on peut éviter les affaires. Par la suite, ben, ça aide à bâtir une relation avec ton gars. Parce qu'il comprend que tu vas être là quand c'est dans les bons moments, puis tu vas être là aussi dans les mauvais moments. Ça passe par là. Puis tu ne peux pas exiger des autres ce que toi, tu ne fais pas. C'est ça. L'honnêteté, ça commence de même. Puis être honnête, là, c'est plate, là, mais c'est pas si facile que ça. Être honnête, c'est quand tu arrives à quelque part puis tu n'aimes pas ce qui te sert à manger, puis tu te forces à le manger. Hey, tu trouves ça bon? Oui, oui, oui. Mais tu sais, le non-verbal dit tout que tu n'aimes pas ça pantoute, là. Mais pourquoi tu n'es pas honnête? La personne, peut-être qu'elle va juste être contente que tu le sois parce que ton but, c'est de te faire plaisir. De te faire plaisir. Moi, quand je reçois du monde, là, si tu n'aimes pas les oignons dans ta boulette, tu ne me le dis pas, je ne le saurais pas. Mais une chose est sûre, si je vois que tu as mangé la moitié de ton affaire, puis tu as l'air d'avoir faim parce que tu me disais avant qu'on commence que tu avais faim, c'est peut-être parce que tu l'as. Dis-moi ce que tu n'aimes pas, là, puis je vais m'arranger pour que tu aies ce que tu aimes, puis que tu sortes d'ici, tu as le ventre plein, puis que tu sois content. Parce que c'est ça qui me fait plaisir. Fait que quand je fais de quoi, je veux que la personne soit contente, je veux être honnête. Sois honnête avec moi pour me permettre, moi aussi, de faire du mieux que je peux pour que tu sois content. C'est comme ça, l'honnêteté. Dire aux autres comment on se sent. Puis en relation, c'est pas facile. C'est pas facile non plus avec tes enfants. Tu sais, être fâché ne veut pas dire qu'il faut que tu commences à bourrasser puis tu commences à frapper. Être fâché, c'est d'expliquer les choses comme elles sont. Oui, peut-être avec une certaine froideur, tu n'as pas besoin de crier. Hein? C'est juste une question de dire les affaires. Puis à un moment donné, ben, ils vont comprendre parce qu'il y a une question d'attitude. Mon chien, je n'ai pas besoin de crier après pour qu'il me parle. Il sait quand est-ce qu'il faut qu'il écoute et quand est-ce qu'il ne faut pas. Juste par le ton de la voix. C'est la même affaire avec les enfants, c'est la même affaire avec les gens. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent des situations malheureuses parce qu'ils ne sont pas heureux là-dedans. Puis là, ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, en relation, tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas bien avec. Reste pas là. Reste pas là parce que ça ne changera pas. Quand tu n'aimes plus quelqu'un, quand tu n'aimes plus quelque chose, tu n'aimes plus ta job, ça paraît. Puis qu'est-ce que ça va faire? À la longue, ça va t'user. Puis tu vas mal paraître face à tes boss. Tu vas mal paraître face à ton conjoint ou ta conjointe. Parce que c'est la nature qui fait ça. Tu n'es pas bien là-dedans, ça te ronge par en dedans, tu vas te rendre malade. Moi, la dernière chose que je veux, là, c'est me ramasser à un certain âge, puis regarder en arrière, puis de me dire, tabarouette, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû. Puis, je ne suis pas différent de vous autres, là, parce que j'ai eu tendance à étirer des relations bien plus longtemps que j'aurais dû. Pour peu importe la raison. Puis par la suite, tu dis, calique, je ne l'ai pas faite. Tu as vu la dernière fois, ben, je l'ai faite. Ça ne t'enlève pas de peine, mais tu sais que tu as perdu moins de temps. Et du temps, ben, c'est la chose qu'on ne peut pas racheter. Tu n'en as pas, là. Mais beaucoup de personnes vont dire que tu es égoïste pour ça. Tu es égoïste, dans le fond, de penser à toi, de te placer en premier. Qu'est-ce que toi, tu leur dis? Je pense pas à moi. Je pense que si je me sens de même, il y a une raison. Et cette raison-là ne part pas juste de moi. Tu comprends-tu? C'est 50. Dans une relation, là, c'est 50%. Tu peux faire 50% du chemin, 50% du travail. C'est vrai que ta blonde, c'est vrai que tes amis. À un moment donné, c'est jusqu'où tu es prêt à aller. Puis qu'est-ce que tu es prêt à recevoir en retour. Mais ça ne peut pas juste être d'un bord. Puis quand tu commences à te sentir de même, je vais te sauver du temps parce qu'au final, tu y rends service à la personne. Rends-moi service, puis dis-moi-les. Parce que moi, c'est un peu ça. Ben, je vais faire un parallèle là-dessus. Ma dernière relation, la personne n'était pas là pour les bonnes raisons. Mais c'est pas ça que tu m'as vendu. La journée que je m'en suis rendu compte, parce que je l'avais déjà vécu avant, je ne suis pas bien là-dedans, je ne peux pas être bien là-dedans.
Je ne peux pas, moi, penser que ça va bien. Je te demande si ça va bien, puis c'est pas ça que je ressens. La manière que tu me parles, le respect que tu me donnes, l'amour que tu me donnes, n'est pas le reflet de ce que tu me dis que c'est. Je ne peux pas le faker, je ne peux pas faire semblant. À quelque part, il y a de quoi de vrai. Puis c'est ça d'être honnête. C'est pas d'être égoïste, c'est juste d'être honnête. Si l'autre personne a le point comme si tu es égoïste, fine, ton problème, ça ne m'appartient pas, ça. C'est à toi, ça. Moi, je me sens comme ça pour telle et telle et telle raison. Puis, peu importe ce que tu me dis, tout ce que tu fais me fait sentir de même. Je suis plus capable de le faire. Moi, je me suis ramassé un jour, j'étais à l'aéroport, la fille au comptoir, la tiqueterie, clairement qu'elle n'aime pas sa job. Clairement qu'elle n'aime pas sa job. Puis, j'ai rendu service à un moment donné, j'ai dit, tu sais, madame, si vous n'aimez pas votre travail, faites d'autres choses. Parce que là, vous rendez mon expérience client misérable. Puis c'est sûr que vos clients doivent vous rendre l'appareil, tu comprends? Là? Puis là, ça fait juste quoi? Une escalade. Ben, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais c'est sûr, c'était pas une journée là, de même, c'était la madame était de même. Mais il reste là, pourquoi? Pour la paye. Y a-tu pensé 30 ans à faire une job pour la paye? À ne pas aimer ce que tu fais? 30 ans à rester avec quelqu'un que tu n'aimes pas parce que tu as un enfant? On n'est plus dans les années 30, là. Tu peux élever des enfants puis tu vas être des meilleurs parents séparés que tu vas l'être ensemble. Tu vas devenir un meilleur exemple pour ton enfant. Parce qu'encore une fois, je reviens. Ton rôle comme parent, c'est de tout donner ce que tu peux à ton enfant. Et d'y transmettre des outils. Et ça commence par quoi? Ça commence par l'exemple. Tu sais, je me suis ramassé, c'est drôle, on parle des accomplissements, toutes les choses que j'ai faites. Honnêtement, là, j'ai été chanceux en tabarouette. Parce que j'ai eu 0 modèle. Fait que pour moi, là, ça a été vraiment, là, l'objectif, c'est ça. Puis là, on a dit, tout ce que je peux faire pour être meilleur. Puis à partir de là, c'était meilleur dans la force, meilleur à l'école, meilleur dans la vie. Écoute, je ramassais des poubelles, j'avais 15 ans. Puis là, j'étais sur le truck à poubelle, en arrière, à l'époque, tu étais debout sur une pédale, là, puis tu te tenais, là. Puis là, ben, c'est pas très valorisant. Fait que là, parce que là, je voyais du monde, j'étais à Bécomo, puis je voyais du monde qui me connaissait, puis j'étais en arrière du truck. Ça sent pas très bon. Fait que, anyway. Là, je me suis dit, moi, je vais me valoriser. Fait que là, ce que je faisais, je ne rendais pas dans le truck. Je courais jusqu'à la prochaine cour. J'attendais le camion. Fait qu'on sauvait 1h30 de la ride. Il y avait un autre jeune là, qui était avec moi, qui disait, regarde, on va faire ça, on va faire des plus de bonheur. Fait qu'on sauvait 1h30 pour faire la ride. Moi, ça me valorisait. Là, je n'étais plus juste un gars qui ramassait les poubelles. J'étais une machine qui ramassait les poubelles. On parle, OK, oui, tu as été chanceux. On voit, puis le visage, en fait, qu'on voit à l'extérieur, c'est bien beau. Mais quand on s'est parlé dernièrement, tu me parlais, en fait, des adversités que tu as rencontrées plus tard dans ta vie, right? À 40 ans, à 45, même par la suite. Tu as un nouveau projet qui s'en vient avec une émission, avec un livre. J'en sais que tu nous en parles. Puis comment est-ce que ça peut être pertinent pour une population de pères au-dessus de 35, 40, 45 ans, etc., des problèmes que toi, tu as rencontrés qui pourraient eux également rencontrer. Ah, ça va être intéressant. Ouais, ce qui s'est passé, moi, je m'entraîne tout le temps. Là. Mais tu sais, j'ai une hygiène de vie, puis j'ai une discipline de vie qui est très stricte. Donc, ce que ça me permet de faire, ça me permet d'avoir un contrôle sur beaucoup de paramètres. On va y aller, mettons, paramètres physiques, ton poids, ton pourcentage de gras, ton niveau d'énergie. Fait que des fois, ça monte, des fois, ça descend, mais là, je le sais. Fait que quand je veux descendre, ben, tu prendre une diète. On va appeler ça un plan alimentaire. Ouais. Puis là, après ça, tu vois les résultats. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que mon pourcentage de gras continuait à monter, même si je me tapais le cardio, la diète, puis l'entraînement. Fait que là, tu fais, non, ça ne marche pas. Là. Il y a de quoi qui ne marche pas. Puis là, tranquillement, pas vite, mon niveau d'énergie. Moi, j'étais un gars qui se lève très tôt. Fait que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Puis là, je me ramassais que le matin, il fallait que je snooze. Je m'arrachais du lit. Je faisais l'entraînement pareil, mais tout était tough. Là, il y a comme une lumière qui s'est allumée. Puis pourquoi qu'elle s'est allumée, la lumière? C'est que moi, ça fait des années. Depuis mes années de compétition, c'est des examens médicaux à chaque année parce qu'il fallait en passer pour faire en sorte que tu sois en santé pour être capable de compétitionner. Là, j'ai compris que ça me donnait aussi des paramètres pour déterminer OK, comment je suis au niveau santé. Là. Ça va-tu bien? Que ça y aille bien, là, c'est pas écrit nécessairement dans le miroir ou dans ta face. Comment que ça se passe à l'intérieur. Puis moi, je suis plus le gars qui aime mieux prévenir que guérir. C'est toujours mieux de travailler sur un problème avant qu'il devienne un problème.
Donc, j'ai appelé mon médecin. J'ai dit, là, ça me prend un rendez-vous. Moi, je soupçonnais ma glande thyroïde. Parce que là, c'est ça, j'ai dit, mon poids monte, mon niveau d'énergie descend, puis c'est des symptômes que ça peut être un problème de thyroïdien. Fait que là, elle me sédule les prises de sang. Fait que là, je vais prendre des prises de sang, je m'en vais en vacances. Là, pendant que je suis en vacances, le téléphone sonne. Fait que je vois un message, je la rappelle. Là, elle dit, hey, go, il faut qu'on se voit. Ben, je dis, OK. D'accord, elle dit, ça va-tu bien? Ah oui, ça va bien. Pourquoi tu me demandes ça? Ah, pour savoir. As-tu de la misère à dormir? Ah, je dors, là. Puis ta fatigue? Ouais, là. Moi, oui, je suis fatigué, là, mais je suis tout le temps fatigué. Je suis habitué d'être fatigué parce que je travaille beaucoup. Là, je dis, coudonc, y a-tu quoi qui va pas? Elle dit, non, 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 elle dit, c'est tes tests, j'ai reçu des résultats. Puis elle dit, il faut qu'on se parle. Fait que quand t'as fini tes vacances, elle dit, viens me voir. Les vacances, ils sont là. Fait que là, ouais, mais elle m'avait dit quand même de ne pas m'inquiéter que ça allait bien. Fait que là, je pars, je reviens, je prends un rendez-vous, je suis arrivé le samedi, j'ai un rendez-vous le mardi, je me présente là-bas. Fait que là, elle dit, j'ai reçu des résultats. Elle dit, là, ton taux de sucre qui est élevé. Puis moi, j'ai toujours un taux de sucre, là, mon sucre sanguin est toujours bas. Mon profil, là, depuis des années, parce qu'elle les a toutes sorties un par un, elle a comme fait l'étude de mon affaire. Après ça, elle dit, ton taux de testostérone, il est bas. Fait que là, elle dit, il y a une corrélation, elle dit, ton énergie. Puis là, elle commence à me poser d'autres questions. Elle dit, as-tu des problèmes de mémoire? Puis j'ai dit, effectivement, j'ai noté que j'avais tendance à oublier des choses, alors que normalement, j'oublie rien. Elle dit, ça, c'est un autre symptôme. Finalement, elle me dit, t'es chanceux d'être ici là, puis qu'on ait la conversation qu'on est là, parce que normalement, quelqu'un avec ton profil, c'est en dépression. Puis elle dit, c'est là que tu t'en vas. Puis elle dit, la beauté de la chose, elle dit, vu qu'on va te reprendre le traitement tout de suite, elle dit, on va être capable de te remonter en 3-4 mois au lieu de prendre 2 ans. Comme burn-out, dépression. Une dépression. Elle ne m'a pas spécifié. Ce que j'ai compris, j'avais un dérèglement hormonal. Le dérèglement hormonal, on a tendance à penser qu'il ne peut pas avoir une influence au niveau de ta santé mentale, mais c'est directement relié. Ouais. Puis là, c'est sûr qu'elle m'a expliqué comment un taux de testostérone bas va influencer ton taux de sucre à monter. Puis là, ben, je ne veux pas être un complotiste, mais elle, ce qu'elle pensait, elle pense vraiment, parce que là, on a sorti les dates de mes vaccins, puis elle était pas mal convaincue que c'était un résultat du vaccin au COVID. Parce qu'elle dit qu'il y avait d'autres clients qui étaient des femmes qui, eux, leur période, leur règle n'arrêtait pas, ou bien il n'y en avait plus. Mais tu ne peux pas le savoir de source sûre. Tout ça pour dire que là, ben, ce que j'ai compris, j'ai fait wow. Moi, c'est pas par accident, mais si je n'avais pas été connecté sur moi-même, si je ne m'étais pas connu, puis si je n'avais pas été discipliné, c'est ça, avoir un plan, parce que quand tu as un plan, tu es capable d'apporter des correctifs, puis tu vois quand il y a de quoi qui marche, puis quand il y a de quoi qui ne marche pas. C'est ce qui m'a porté à l'appeler. Puis là, je me suis dit, hey, c'était intéressant, ça. Là, elle m'a présenté le protocole, puis après ça, ben, les intervenants avec qui j'allais travailler. Puis là, j'ai dit, OK, moi, je vais faire la totale. Ça fait que là, ben, j'ai mon médecin, naturopathe, psychologue, entraîneur. Après ça, j'ai d'autres spécialistes, diététiciens. Fait que là, j'ai dit, on va entreprendre le processus complet. Puis là, j'ai dit, on va faire un livre avec ça. Parce que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, la plupart des gens ne savent pas quoi faire. La plupart des gens ne savent pas reconnaître les signaux. Fait que, une bonne idée, là, puis le livre et l'émission, le livre, ce qui va tourner, c'est on va partir à partir de mon histoire et expliquer c'est quoi tu devrais faire. Non-obstant tout ça, un examen médical par année, ça prend ça. Puis ça ne prend pas l'examen de base. Moi, je vais en clinique privée. Pourquoi je vais en clinique privée? Parce que les tests qui sont plus poussés. Si j'avais juste fait les tests qui font normalement, on ne l'aurait pas trouvé. Parce qu'on est allé au niveau hormonal. Parce que dans le système, la manière dont ça fonctionne, il n'aurait pas vu que mon taux de testostérone était bas, il aurait vu mon taux de sucre sanguin, mais c'est quoi? Ils vont donner de la médication. Ils ne traitent pas la cause. Ils veulent te garder en vie, ils veulent pas que tu vivres. C'est ça, exactement. Fait que la différence est là. Puis là, mais j'étais-tu content d'avoir pris ces habitudes-là? Tu sais, puis on revient encore, je te raconte ça. Si on prend tout l'ensemble de ces discutés, c'est toujours en faire plus. En faire plus, en savoir plus. Mais pour moi, là, je paye plus, mais j'ai plus. Ce que ça me permet de faire, c'est d'éviter d'être en burn-out. Ça m'évite quoi? Si je suis en burn-out, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus productif,
bien des projets qui prennent le bord. J'aurais plus la même énergie. Puis des projets, j'ai besoin d'être en santé. Là. Moi, là, la dernière chose qu'il faut qu'il m'arrive, c'est qu'il y a un accident, que je me blesse ou que je tombe malade. Ben, c'est exactement. Puis tout tourne autour de quoi? De mon nom puis de mon image. Puis moi, le premier. Donc, tout ça pour dire que là, à partir de là, j'ai dit, le projet de livre, je l'ai proposé aux éditions de l'Homme. Ils ont adoré parce qu'il n'y a absolument rien qui traite de la santé masculine. Et l'affaire, là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui traitent de la ménopause au niveau de la femme. Parce que la femme est beaucoup plus hormonale que l'homme. Par contre, l'homme, on l'est aussi. C'est juste qu'on a moins d'hormones à gérer. On a pas mal ouais. Fait que là, le projet de livre, ils ont fait wow, puis ils ont fait des recherches, puis là, ça va être intéressant. Puis moi, j'ai dit, si moi, je suis capable de m'ouvrir, puis d'en discuter, puis de le vulgariser, puis parler d'homme à homme, il y a des chances que tu fasses prendre conscience à d'autres hommes que finalement, il y a des affaires qu'ils peuvent faire les autres aussi. Puis c'est pas d'être mou, c'est pas d'être faible, de faire ce processus-là, c'est juste d'être intelligent. C'est vrai que ta voiture, tu vas faire une vérification annuelle à tous les ans. Pourquoi? Pour éviter les problèmes. Pourquoi tu ne ferais pas la même affaire avec ta santé? Puis là, l'émission va tourner autour, elle va chapeauder ça, mais elle va être beaucoup plus dans le côté humain. Ils veulent justement organiser des rencontres de groupe avec des hommes, où on va discuter de problèmes d'hommes, des problèmes érectiles. Parce que les droits me l'ont demandé, il y a de difficultés. J'ai dit, j'ai pas envie, mais ça marche. Parce que l'État va te donner du Viagra. J'en veux pas, ça fonctionne. Mon problème, c'est que j'ai moins envie. Pourquoi? Je me sens fatigué. Puis là, j'ai réalisé, j'ai moins envie parce que mon taux de testostérone était trop bas. Là, après ça, pourquoi la naturopathe? Parce qu'on va travailler un plein pour augmenter. On va essayer de façon naturelle à augmenter ta testostérone, puis reprendre. Après ça, ça va être quoi? C'est l'hormonothérapie. Mais rendu là, c'est leur travail, mais tu fais les cheminements, puis tu fais toutes les étapes, puis tu les suis. Puis après ça, pourquoi? Parce que la naturopathe, le plan au niveau supplément. Fait que tu prends des suppléments alimentaires. Après ça, la diète. Tu travailles avec la diététicienne qui, elle, travaille avec les directives qui ont été données par le médecin, par la naturopathe pour établir un plan alimentaire adapté personnellement à ton état en vue de. Puis après ça, j'ai poussé la coche un peu plus loin. J'ai travaillé avec un chef pour qu'il me fasse des recettes que je pouvais faire pour rendre ça intéressant. On voulait vraiment, il a fallu qu'on downgrade ce qu'on voulait faire, mais moi, dans le livre, j'aurais fait un livre de recettes, là, santé, là, avec ça. Parce que là, on ne pouvait pas, mais c'est pas grave. Au final, c'est tout le cheminement va être dedans. Et l'émission va venir pousser un peu plus loin en parlant avec d'autres hommes qui en ont pour faire en sorte que les hommes se reconnaissent puis que finalement prennent conscience que tu n'envoies pas ta femme poser des questions au médecin pour savoir comment ça va chez vous. Il faut que tu y ailles. Parce que c'est une réalité que le médecin me dit. La plupart du temps, c'est la conjointe qui demande des questions au médecin pour leur homme. Fait qu'il y a un tabou. Là. C'est comme si, tu as peur de te faire dire qu'il y a de quoi. Ça se peut, ça. Ouais. Des fois, mais ça, c'est se mettre la tête dans le sable. Si tu as un problème, tu es bien mieux de le trouver avant que ça parte ou quand il est au début que quand il est rendu trop tard. Parce qu'après ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, encore une fois, ça, c'est d'établir un plan. Puis là, à chaque année, tu le refais. Des fois, je fais faire 2 fois par année mes tests. Parce que quand j'ai commencé les changements, on veut valider que ça va bien. On veut valider aussi parce que c'est quoi? Au même titre que vous autres, tu reprends quoi? Tu reprends ton pourcentage de gras, tu repèses ton poids pour voir si c'est de l'évolution. Au niveau de ta santé, c'est la même chose. Et la santé, là, ce qui est plate, c'est qu'on prend ça pour acquis. Et la santé devient la priorité quand tu as un problème. Et souvent, quand il y a un problème, tu es rendu trop loin. Donc, la santé, c'est la priorité tout le temps. Puis si tu es un père de famille, ta santé est importante parce que tu vas être en santé pour être là pour tes enfants. C'est comment là, Hugo, qu'on a connecté. Notre mission chez Superlad, c'est de changer le monde un père à la fois. Puis toi, ta mission, tout ce que j'ai entendu depuis tantôt, tes partenariats, les business ventures que tu as fait, c'est de t'aligner envers tes valeurs, qu'est-ce qui te fait triper, qu'est-ce qui te fait vivre toi dans ton honnêteté, dans ton intégrité, dans les choix que tu tiens à faire afin de devenir la meilleure version de toi, puis aussi donner cet exemple à ton fils. On peut-tu remercier Hugo jusqu'à présent? Ça on va prendre un petit 10 minutes, prendre des questions de vous autres. Après ça, on va aller prendre une belle petite photo dehors si vous voulez shaker la pince puis voir à quelle main votre main est petite. Vous allez pouvoir faire ça tantôt.
Oui, on va commencer. Je vais faire le tour avec mon micro pour qu'on puisse vous entendre dessus. Allô? Dedans, mais OK. Moi, je veux juste savoir, as-tu des chiffres? Parce que là, on vient de faire du squat, du deadlift, du bench. On voudrait juste avoir une idée de combien il nous en reste un peu pour devenir un mini-Hugo, mettons. Là, tu veux mes chiffres là ou avant? Mettons, top of the world, tes OK, records. Là, mon mettons. meilleur au bench, j'ai fait 2 fois 800 livres. Mon meilleur deadlift à l'entraînement, c'est 860. En compétition, c'est 810. Mon meilleur squat en compétition, 874. J'aurais pu faire plus. C'est quoi ça n'a pas donné? Parce que dans les concours d'hommes forts, je focusais vraiment sur les concours d'hommes forts, plus que ces concours de powerlift. Fait que c'est juste drôle parce que au début de mes années, j'ai utilisé le powerlifting comme véhicule pour m'emmener vers les hommes forts. Par la suite, ben, mes élevés, c'était plus pour m'amuser le powerlifting plutôt que pour performer et pousser vraiment plus loin. J'aurais aimé ça faire au-dessus de 100 livres au squat et j'aurais dû le faire, mais j'ai peut-être été lâche un peu. Ça ressemble à... Oui. Parce que j'étais là quand il a fait 875. Ah ouais? Il y avait du lourd en masse. Oui. Oui, c'était facile. Puis là, C'est facile. oui, c'est facile. C'est vrai que c'est facile à l'époque. Sérieusement, à l'instant, je regarde ce que je faisais, puis je me dis, comment j'ai fait pour faire ça? C'est là que tu te rends compte que tu es rendu vieux. Mais puis mes chiffres sont encore quand même pas pires. Moi, je peux faire 500 livres au bench à l'année. Ah ouais? Oui. Pas mal n'importe quel jour de l'année. C'est pas mal. J'avais juste une question tantôt, ça a accroché mon oreille. Ta première compétition, t'as-tu vraiment dit que c'était le tournoi McLaren, comme les cigarettes, là? Mais non, la première compétition que j'ai vue, c'est le défi Mark 10. Mark 10 comme les cigarettes? Oui, Tu avais une compétition commanditée par une compagnie de cigarettes? oui, ça c'était. Là, on tombe Ça, c'était une autre époque. C'était en 1984, parce que je m'en souviens, parce que ça a été un événement marquant pour moi. J'étais chez moi, dans le salon, j'écoutais les héros du samedi. Puis là, ben, Défi Martin, là, c'était en 84, c'était de 84 à 89. Moi, je n'ai pas pu y participer. Mon chum Ron, par exemple, il l'a fait. Ah ouais? Ouais. Il a fait une Martin, lui, au Japon. Parce qu'ici, à partir de 90, tu n'avais plus le droit de commanditer les événements sportifs avec des cigarettes. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est devenu le défi laitier. Ah ouais? Ouais. Fait que là, ben, Ron, les autres, ils ont continué à faire le défi Martin, puis ils l'ont vendu ailleurs, puis lui, il s'est rendu au Japon pour faire le défi Martin parce que là-bas, il n'y avait pas les mêmes réglementations. OK. Donc, ouais, fait que pour répondre à ta question, c'est ça. Ça m'a juste accroché mon oreille, j'étais comme pour vrai. Au niveau des autres levées, mais du squat maintenant, j'en fais plus, je fais une machine squat. Puis deadlift, ben, je l'ai complètement enlevé. Pourquoi? Bon, le risque de blessure versus du gain à continuer de le faire à l'âge que j'ai, il est trop grand. À l'instant, je m'entraîne pour avoir l'air fort, pas pour être fort. Salut, moi j'aimerais ça savoir c'est quoi le plus grand sacrifice que tu as eu à faire puis comment tu l'as vécu émotionnellement, ce sacrifice-là que tu as eu à faire. Eh, tabarouette, c'est quoi mon plus grand sacrifice? On creuse profond. Ah, je vois ça. Je te dirais mon plus grand sacrifice, là. C'est. Non. Moi, là, c'est comme. Mon vrai objectif, là, c'est de faire tout en sorte, au plus fort de mes capacités, de donner à mon gars une chance de réussir sans avoir à passer à travers le chemin qu'il a fait. Introduisez-vous en même temps. Lève-toi de bout. Puis, dans une petite seconde, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, toi, depuis que tu es devenu un super là? Jean-Sébastien, on s'est vu il y a un mois à Ville-Marie, en Haute-Témiscamingue. Tu étais venu au BMR. Ah! Changé. Moi, je suis rentré dans les Superdad pour perdre du poids, puis c'est tout le reste de ma vie qui a changé. Le poids, il n'a pas tant changé, mais le reste de ma vie, je suis un autre homme. Ah, il a changé, tu as moins de poids, ses épaules. Oui, ben, effectivement. Ma question, quand tu as commencé, tu avais un objectif, devenir l'homme le plus fort du monde. Un jour, tu l'as atteint, cet objectif-là. Comment tu as fait pour passer après ça? L'autre étape,
t'as ton rêve, tu l'atteins, après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, comme quand j'ai expliqué tantôt, j'ai compris. C'est drôle parce que quand c'est arrivé, ça, c'était à Hawaï. J'ai remporté la finale du IFSC Super Series, Strongman Super Series World Championship. Donc, c'était l'ensemble de compétitions qui avaient lieu à travers l'année. On accumulait des points. La finale avait lieu à Hawaï. Puis quand je suis arrivé là-bas, je gagne la compétition. Là, je retourne à ma chambre d'hôtel. Puis là, ma conjointe est là. Puis elle me dit, Hugo, elle dit, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air content tant que ça. Là. Puis là, Kim, tu viens de gagner, tu es champion du monde. J'ai dit, oui, je suis content. J'ai dit, c'est pas ça. Là. C'est juste que j'aurais pu être meilleur. J'aurais pu être meilleur sur certaines épreuves. Même que j'avais dominé, là, j'aurais pu être mieux. Ce que j'ai compris, cette journée-là, c'est que le vrai défi, c'est pas de gagner pour être meilleur qu'un autre. C'est d'être le meilleur de toi-même. Puis, comment ça m'a motivé pour faire d'autres choses? Parce que j'ai vraiment compris ce jour-là que je pouvais réussir tout ce que je voulais, si je le voulais vraiment. Si j'étais prêt à travailler et si j'y croyais assez. Parce que c'est ta conviction dans ce que tu fais qui va te donner l'énergie pour travailler pour l'obtenir. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. La conviction. Tout le monde veut quand c'est facile. C'est quand ça devient dur que c'est un autre game. C'est quand ça devient dur que la game commence. Je me souviens un jour, je m'entraînais à Gatineau. On appelait ça le compound. Puis il était venu une journaliste du journal Radio-Canada. Non, pas de droit, Radio-Canada. Puis là, on s'entraînait, puis elle dit, wow, c'est le fun, on a vraiment du plaisir. Puis là, je me souviens, je disais à madame, il dit, Pas du fun. il dit, ici, là, t'as tout sauf du fun. J'ai dit, moi, là, l'ouvrage commence quand ça commence à faire mal. Tout ce que j'ai fait avant que ça fasse mal, c'était du réchauffement. Pourquoi? Parce que quand ça va faire mal, si tu n'es pas habitué à travailler dans cette zone-là, tu ne seras juste pas capable de le faire. Parce que tu vas dire, ah, ça fait trop mal, je lâche. Moi, là, je veux que la zone, quand elle commence à être payante, ça, c'est mon terrain de jeu. Fait que c'est quoi tu bâtis? Tu bâtis une tolérance à la douleur, puis tu bâtis une volonté de faire. Parce que c'est ce qui fait en sorte que là, quand les poumons se mettent à brûler, les jambes ne veulent pas avancer, je vais continuer pareil. Parce que quoi? Je suis capable. Donc, c'est de même que je me suis tué à faire d'autres choses, parce que je me suis dit, si j'ai réussi à faire ça, je peux vraiment réussir n'importe quoi en appliquant la première recette. Concevoir l'objectif, ensuite croire en ses capacités de le faire, puis ensuite travailler pour y arriver. Conceive, believe, achieve. C'est une question et un commentaire. Là. La première c'est plus un commentaire. Tu sais, moi, je viens de Gatineau, puis tu hostais les compétitions d'hommes forts au Festival Montgolfière. Puis, tu sais, tu parlais, tu vas être reconnu pour les choses que tu fais, les choses que tu fais bien. Ben, moi, c'est plus un commentaire positif pour dire que ça paraissait que tu aimais ça. Puis, tu sais, juste le temps que tu passais avec les gens ou que tu passes avec les gens, ben, il n'y avait pas de négatif. C'était toujours, ah, il est gentil, tu prends le temps. Puis je pense que ça fait partie du fait, de la raison que les gens aiment ça, être avec toi ou t'écouter, parce que tu prends le temps tu prends le temps de prendre le temps. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais sais-tu pourquoi? Moi, si je fais ce que j'aime et qui me passionne, bien, on va parler de ce que j'aime. Tu sais, ma passion, quand je l'échange avec les gens, si la personne est là, elle te parle, c'est parce qu'à quelque part, il y a une forme d'échange. Mm-hmm. Puis c'est sûr que là, je suis pas. C'est pas le temps que je prends. Je suis juste passionné, puis tout d'un coup, mais je suis avec quelqu'un qui s'intéresse à ce qui me passionne. Comprends-tu? C'est ça être vrai. Mais si tu le fais pour les mauvaises raisons, puis je le faisais pour faire de l'argent, tu ne le prends pas le temps. Mon argent est fait. Tu n'as pas besoin, là. C'est la même paye, que je prenne le temps ou que je ne le prenne pas. Moi, ma paye, c'est pas ce que j'ai gagné. Ma paye, sais-tu quoi? J'ai fait de quoi, puis en même temps, j'ai réussi à te toucher, puis la personne prend le temps de venir discuter avec moi, puis de me parler, de me serrer la main, prendre une photo. C'est sûr que je vais le prendre le temps. Tu sais, ce que je l'ai mentionné tantôt, moi, ce que je veux faire, c'est faire la différence en étant la personne que j'aurais aimé rencontrer quand j'étais jeune, pour que cette personne-là fasse cette différence-là pour moi.
Exactement. Vous savez, pour mon gars, pourquoi que je veux faire ça pour lui? Parce que je ne veux pas qu'il ait à passer à travers le même cheminement, parce que moi, à travers les outils que je vais lui donner, je vais lui donner des outils qu'il va pouvoir passer à ses enfants. Ce que moi, il ne m'a pas été donné. Puis moi, qu'il a fallu que j'acquérisse, à force de travail, puis de triver le nez, puis de te péter le nez dans le mur, puis de continuer. Tu sais, avancer, là, par avoir une claque dans le dos, c'est le fun. Avancer quand t'en as pas, là, ça en prend tabarouette de la motivation. Je vais te conter une histoire. Après ça, tu vas pouvoir arriver avec ta question. J'étais en 2000. Non, je ne suis pas en 2000. C'était en quoi? 2005. Ouais. 2005. 2004, 2005, 2006. Non, excuse-moi. 98. C'était en 97. C'était en 98, mon premier World. Hein? Ouais. Ouais. J'étais chez moi, puis on est couché un soir avec ma blonde. C'est pas avec moi. Puis là, elle me dit, tu sais, Hugo, elle dit, quand tu vas au gym, là, elle dit, on dirait que tu t'entraînes comme si tu allais aux Olympiques. Mais elle dit, tu y vas pas. Hey, c'est une méchante claque sur la gueule, ça. C'est la personne avec qui tu vis, que tu aimes, que tu partages ta vie, ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Là, à ce moment-là, je ne fais pas encore des compétitions internationales. J'avais fait une compétition provinciale, puis quelques compétitions régionales. Mais moi, je m'entraînais, c'était le pied dans la pédale depuis l'âge de 12 ans. Là. Fait que c'est la seule manière que j'ai appris, c'est tu donnes tout le temps. Fait que j'étais différent, puis j'étais différent. Quand je m'entraînais au gym, c'était assez intense. Puis là, ben, ça m'a fait de quoi? J'ai dit, si elle me voit de même, comment que les gens qui ne me connaissent pas me perçoivent? Tu sais, tu viens tellement dans ta bulle là, que tu ne le vois plus. Là. Le regard des autres est peu important. Là, parce que tu penses en fonction de tes objectifs, tes affaires. Quand tu es occupé à faire ce que tu as à faire, tu n'as pas le temps de t'occuper de ce que les autres pensent. Tu n'as même pas le temps de penser à ce qu'ils vont penser quand ils te voient. Mais quand une personne que tu aimes te parle de même, là, tu prends le temps de réfléchir, tu te dis, tabarouette, méchant martien, hein? Puis là, ben, ça m'a pris peut-être une vingtaine de minutes à répondre. Puis là, ben, je lui ai dit, tu sais, il dit, moi, à l'âge de 12 ans, là, c'est comme si j'avais pris une pile. J'ai commencé à creuser. Puis creuser. Puis il dit, là, ça fait 13 ans que je creuse. Je suis tellement en creux dans le fond du trou, là, quand je regarde en l'air, je ne vois pas de lumière. C'est là que je suis rendu. J'ai dit, moi, là, si j'arrête maintenant, puis que je décide de sortir du trou, là, je tourne le dos à tous les efforts, les sacrifices, toute l'énergie qui est dépensée. Puis le plus important, je tourne le dos à mon rêve. Fait que qu'est-ce que je vais apprendre de tout ça? Que c'est correct d'abandonner. Dans la vie, là, c'est correct d'échouer. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Si j'échoue, c'est parce que je n'ai pas été à l'auteur. Je vais échouer, mais je vais avoir donné tout ce que j'ai. Il y a quelqu'un qui va arrêter meilleur que moi, ou j'aurais pu travailler plus fort. Je comprends le concept de compétition. Ce que tu ne peux pas faire, c'est te battre toi-même. Je ne peux pas faire ça. La seule chose que je peux continuer de faire, moi, je suis croyant dans la vie. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis croyant. J'ai dit, si un bon Dieu sur la terre, il va se passer de quoi? Fait que je vais continuer à creuser. Puis je ne sais même pas combien ça va prendre de temps pour passer au travers. Ou si je vais passer au travers. Mais une chose que je sais, je reviens à mon 100% tantôt. Si je continue, je vais arriver quelque part, et le quelque part va être sûrement plus haut que plus bas. C'est ça la conviction. À ce moment-là, moi, je pratiquais un sport qui n'existait plus parce qu'à partir de 1991, ils ont arrêté de faire des concours d'hommes forts au Canada. De calibre international, ouais. Après ça, c'était des concours de brouette. Il n'y avait plus de concours d'hommes forts organisés en tant que tel. Fait que moi, je me pratiquais un sport qui n'existait pas. Ça en prend de la motivation. Hein? Fait que là, tu imagines comment que le monde autour de toi, quand tu dis, hey, ça, pourquoi tu t'entraînes? Moi, je veux devenir l'homme le plus fort du monde. Hein? C'est quoi ça? Fait qu'à un moment donné, tu n'en parles plus. Parce que tu es tanné d'essayer d'expliquer aux gens ce que tu veux faire, parce que vu que ça n'existe pas, tu regardes bizarre. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, la seule chose que je peux continuer à faire, c'est de continuer. Puis j'ai dit, peu importe ce qui va arriver, il va se passer quelque chose. Et si je ne réussis pas, ben, je vais quand même échouer plus haut que si j'arrête. Puis moi, là, le trou, il a passé un an plus tard, quand j'ai reçu un téléphone d'Angleterre pour m'inviter au championnat du monde des hommes forts qui avait lieu au Maroc en 98. Fait que j'ai été... c'est des petits détails, une prise de décision. Pourquoi? Parce que j'ai cru en moi, puis parce que j'ai travaillé fort en tabarouette. Tu sais, puis le fameux regard, là, je me souviens, parce que quand elle m'avait raconté ça, je pensais à une petite madame, quand on tournait le gros pneu dans la rue chez nous.
puis que là, à un moment donné, on est sur le côté du chemin en train de tourner un pneu de 1000 livres, puis là, il arrive une voiture, puis dans la voiture, il y a une petite madame avec des lunettes, puis là, moi, j'étais à sa gauche, puis moi, j'étais écrasé de même, puis j'étais soufflé. J'essaie de reprendre mon souffle, puis là, je la regarde, puis elle me regarde, puis là, elle monte sa fenêtre, elle se tasse à droite le plus possible, puis elle me regarde en se disant « Tabarouette qui n'est pas intelligent. » Parce que s'il met le pneu puis il le met droite, fait juste le pousser, il va rouler. Puis tu sais, le temps que je te dis que tu prends avec les gens, ce que ça a fait, c'est que ça a fait que plus tard, à faire des concours d'hommes forts, je me faisais intercepter par des citoyens quand j'étais en véhicule de patrouille, parce que les gens venaient me voir pour prendre une photo avec moi, puis me dire qu'ils étaient fiers. Fait que tu vois comment j'ai changé le regard des gens. Et je l'ai changé comment? Pas en essayant de projeter une image vers eux, en projetant l'image que j'étais, puis qu'est-ce que je voulais être, de la manière que moi je voulais me voir. Pas comment que je voulais qu'eux me voient. C'est comme ça que tu réussis à être touché, c'est comme ça que la passion puis l'échange, c'est comme ça que possiblement que ouais, tu deviens une inspiration, c'est pas le terme que je cherche, mais ça ressemble à ça, là. Pourquoi? Parce que tu fais des choses, puis ça se ressent. Quand tu fais des choses pour de vrai, parce que tu aimes ça pour les vraies raisons, ça, on le sent, et c'est vrai dans tous les domaines. Ta question, c'était quoi? C'était... Tu parlais de tolérance à la douleur. Oui. Tu disais, moi, mon terrain de jeu, ça commence à être quand que j'ai mal, puis que c'est quoi qui se passe dans ta tête pour dire, ben, let's go, je continue, je pousse. Puis, rendu là, c'est quoi ta portion d'entraînement à toi qui est dans cette partie-là que tu n'es plus capable, mais tu continues? Hey, ça, c'est une bonne question. C'est drôle parce que des fois, tu te blesses. Puis là, ça fait mal. Fait que là, j'essaie de voir jusqu'où ça fait mal. Puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça fasse... Tu joues avec la douleur. Quand je m'entraînais, là, je vais donner un exemple, mettons que je faisais le leg press. On se réchauffait, après ça, on foulait le leg press. Là, on fait 3 sets. Fait que là, on ne faisait pas 3 sets de 8, on ne faisait pas 3 sets de 10, on fait 3 sets de 90 secondes. Fait que là, tu vas faire du leg press pendant 90 secondes. Puis à un moment donné, ça se met à brûler. Là, quand ça se met à brûler, ben là, faut que tu continues. Fait que là, c'était un job de Jason ou c'était un job de Ron qui est aux côtés de toi. Ah, le gros continue, puis là, tu le déposes pas, tu attends. Tu as le droit de prendre un break, mais tu n'as pas le droit de le déposer. Puis là, après ça, tu continues. Puis quand tu n'es plus capable, aller au 10 pouces avec toi. Qu'est-ce que ça fait? Tu apprends à jouer dans cette zone-là, puis tu apprends à comprendre que finalement, quand j'en ai plus, j'en ai encore. Puis là, la fameuse douleur, ça finit que tu ne sens plus. Là, ça fait mal, puis à un moment donné, c'est comme si ça ne fait plus mal. Parce que l'endorphine embarque. Puis à force d'entraînement, ça vient que ça se fait tout seul à l'effort. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait l'émission Tester sur les humains. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, l'émission qui avait été. Il y avait une machine qui collectait des électrodes, qui a envoyé un signal électrique qui faisait mal, qui était là pour créer de la douleur. C'est une fréquence. Puis il y a une étude qui était faite partout à travers le monde. Fait que là, moi, ils m'ont invité pour aller faire ce test-là. Puis quand j'arrive là-bas, je rencontre le médecin de l'Université de Montréal, c'est Montréal ou McGill, qui est en charge de l'étude pour le Canada. Puis là, il m'explique ça, puis il me montre une vidéo. Puis là, quand il m'explique la patente, il me dit, tu vas voir, il dit, c'est sur une fréquence qui crée de la douleur, puis ça a été fait pour ça. Puis là, ben, il m'explique tout le concept de l'étude à travers le monde. Puis là, il me montre une vidéo d'un chercheur qui s'est fait sur lui-même. Puis là, il l'a tourné, puis il n'a pas arrêté assez vite. Fait que là, il fait la tranche de bacon, puis parce qu'il ne peut pas arrêter la machine, parce qu'il n'est plus capable. Puis là, à un moment donné, il passe hors. Fait que là, c'est pour me dire, il dit, quand ça va commencer à faire mal, il dit, dis-le tout de suite. Parce que la différence entre ça fait mal et que tu n'es plus capable de le dire est comme très, très mince. Puis là, il m'a dit, les autres, ils avaient fait le test avec une femme, puis la femme avait eu des enfants, puis pour elle, là, elle avait dit que c'était l'affaire qui ressemblait plus à la douleur de l'accouchement. Fait que là, il essaie de me faire peur, finalement. Moi, j'étais là, je trouvais ça comme intéressant. Parce qu'au temps qu'il me dit, il va y avoir 200 personnes dans la salle. Là, tu veux pas avoir l'air d'une moumoune, hein? Fait que là, à un moment donné, il dit, là, on va te l'essayer sur l'avant-bras. Fait que là, il me le met sur l'avant-bras, puis là, je viens l'avant-bras tout croche, mais ça faisait pas mal. Fait que là, il me dit, OK, mais dis-toi, tu vas être bon. Fait que là, à partir du moment qu'il a dit qu'il y a 200 personnes, il est sûr qu'il va être bon.
Fait que là, ils ont montré une vidéo parce qu'ils l'avaient faite sur les animateurs. Il y avait une graduation de 1 à 8, puis les animateurs à 4 n'étaient plus capables. Fait que là, moi, on le fait. Là, il m'explique, puis là, il vient me voir encore. Là, il dit, là, je te le dis, là, il dit, faut pas que tu sois orgueilleux, là. Parce qu'on veut pas que tu te blesses, puis parfait. Je dis, fais tes affaires. Fait que là, il me connecte ça, puis il monte ça. Puis là, à un moment donné, ben, il monte, puis là, il dit, je suis rendu à 2. Puis là, il continue à monter, puis là, à un moment donné, il me dit, puis comment tu te sens? Ben, il dit, monte-le encore. Il dit, on peut pas, une au bout. Fait que là, repart arrive. Ça faisait pas mal pantoute, là. Ça faisait mal comme un de mes trainings, mettons, là. Puis là, ben, il m'a pris à part, parce que là, il dit, voyons donc, il n'y a rien là à coucher, finalement. Il dit, fait que là, il me dit, tu peux pas dire ça. Il m'a expliqué qu'il avait vu ça 2 fois. Il dit, la première fois qu'il avait vu ça, la deuxième fois, c'était moi, mais la première fois qu'il avait vu ça, c'était avec des moines tibétains, qui, eux, étaient capables de contrôler la douleur par l'esprit. Il dit, toi, dans ton cas, il dit, c'est l'effort. Fait qu'il dit, quand tu commences un effort physique, ton corps, tout de suite, il se met à produire avant que ça fasse mal. Fait qu'il dit, tu as une tolérance incroyable à la douleur due à cause du sport que tu faisais. Donc, c'est quoi? C'est sensiblement la même affaire qu'avec n'importe quoi. C'est l'entraînement, de la répétition, puis aller jouer dedans, puis aller jouer dedans. Puis, à un moment donné, pour moi, c'est réel, là. L'entraînement, si ça fait pas mal, c'est parce que je ne m'entraîne pas. Il faut que ça brûle, il faut que ça fasse mal. Puis un training, le lendemain, j'ai fait des jambes pour que la misère à marcher. Là, c'est plus facile, je suis plus vieux, j'ai de l'arthrose partout. Le lendemain, j'ai de la misère à marcher. On va avoir le temps d'une dernière question. Une dernière, malheureusement, c'est pas mal où est-ce qu'on est rendu. Un peu de l'eau. T'en prends-tu 2 dernières ou 2? Il y en a 2 mains levées. 1 ou 2? Ouais, mon nom, c'est Jean-Luc. Ouais. Je voulais savoir, tu parlais de ton gars. Quand tu as atteint ton sommet, ton père, t'as-tu vu atteindre ton sommet? Oui. Puis, ça a-tu créé une relation, quelque chose que... Tu parlais que tu as fait ton cheminement tout seul puis que tu as appris par toi-même, mais... Oui, as-tu eu quelque chose? As-tu une... Ah, c'est certain que mon père, tu sais, mon père, quand j'étais allé à mon premier World Strongest Man, puis c'est pas méchant, là, mais il y a eu beaucoup de rapprochements à partir de ce moment-là. Puis là, ben, des fois, je l'agaçais, je disais, c'était un peu comme si Darth Vader est arrivé chez nous. Hein. Hugo, je suis ton père. Hein? Il est devenu beaucoup plus présent, puis tu sais quoi, j'ai apprécié ça, ça nous a permis de se rapprocher. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'en même temps, je me suis mis à réaliser, puis lui ici, il l'a réalisé, là, par contre, c'est comment il n'a pas pris contrôle de sa vie, puis il y a plein d'affaires qu'il aurait pu faire, puis il ne l'a pas fait. Puis pour moi, ça devient tellement évident. Tu sais, quand je parle à quelqu'un, là, puis qu'il me raconte un peu, il me demande conseil, il me raconte un peu sa vie, je le vois tout de suite si la personne est alignée, ses objectifs ou pas. Parce que c'est chouette, la manière qu'elle parle, c'est tellement facile. Puis je me dis, Caroline, comment ça que les gens ne voient pas ça? C'est tellement facile de faire des bons choix. Là, tu réalises que même si c'est facile de faire des bons choix, c'est encore plus facile de faire les mauvais choix. Exactement. Puis ça me comme... Tu sais, même mon père aurait voulu plus pour lui. Puis comment que lui ne voulait pas plus pour lui-même? Tu sais, mon père, maintenant, a des problèmes de santé qui sont directement reliés à ses choix de vie. Puis c'était facilement évitable. Fait qu'on a comme eu un rapprochement, puis après ça, comme eu un genre d'éloignement parce que sa santé n'a pas suivi. Tu parles de santé, mais c'est ça. Moi, mon père n'est pas en santé. Puis le fait de être en santé, bien, il fait en sorte que là, bien, il n'y a plus de mémoire parce qu'il commence à faire de la démence. Puis là, bien, c'est difficile d'avoir une conversation. Puis à un moment donné, il commence à être limité. Puis il est bien trop jeune pour vivre ça. Puis là, bien, c'est un peu choquant. Bien, c'est pas un peu, c'est très choquant. Tu te dis, Caroline, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'avoir un minimum d'hygiène de vie et de faire attention à toi. Tu sais, le respect, ça commence par soi-même. Le bon Dieu, là, si t'es né au monde en santé, prends-les, puis respecte ça, puis entretiens-les. Parce qu'il y a un paquet de monde qui viennent au monde qui ne sont pas en santé, puis qu'elles autres auraient voulu être en santé. Puis les autres comprennent l'importance d'être en santé. Puis comme je l'ai dit tantôt, la journée que tu ne l'es pas, là, c'est la journée que tu réalises qu'il n'y a plus rien qui marche dans ta vie parce que tu n'es pas en santé. Dernière question. Salut, moi Stéphane, 52 ans.
Je suis dans les Superdad depuis quasiment 2 ans et demi, certain. Moi, ce qui m'a allumé, parce que je le vis présentement, puis c'est un esti de temps, là, quand tu parlais tantôt de tes problèmes de santé que tu as eu, là, la baisse d'énergie, prise de poids, problème de mémoire, c'est drôle, ça a comme allumé un arbre de Noël. Tantôt, j'ai tout ça en même temps. Là. Puis là, je me demandais, ton livre, ça s'en vient quand, l'émission? Moi, regarde, ça m'intéresse. Regarde, je vais être mieux que ça, là, parce que, tu sais, moi, j'en ai des projets. Le livre, c'est pour le printemps 2024, parce que l'émission, je t'en attends, on est rendu au moment où ils sont en train de travailler sur le budget. Techniquement, quand on est rendu là, c'est parce que ça s'en va là. C'est pas fait, mais tu ne demandes pas ça pour rien d'habitude. Fait que l'émission, ça va être un 5 fois 30 minutes, puis on veut faire en sorte que le livre et l'émission soient pas mal coordonnés, parce que je pense que ça va faire un gros boom. Puis là, ben, je vais vous donner une primaire. Présentement, je suis en train de travailler pour ouvrir une clinique médicale. À Montréal? Ça va être à Saint-Hubert. C'est quoi l'autre à côté de Saint-Hubert? Hein? Saint-Bruno. À Saint-Bruno. Fait qu'on est en train de regarder pour travailler ça, pour ouvrir de quoi qui va se spécialiser pour l'homme. Ouais. Fait que ça... Fait que mon conseil que j'ai à te donner, là, attends pas que le livre sorte. Va voir ton médecin, puis passe un bilan sanguin. Oui, c'est clair, ça a allumé tout de suite. Puis ça, là, je le suggère à tout le monde, 1 fois par année, minimum. Au moins faire ça 1 fois par année. Vous allez avoir des pointeurs, vous allez le savoir. Parce qu'avant de devenir diabétique, tu vas être pré-diabétique, tu comprends? Fait que tout ça fait en sorte que tu peux travailler avant que ça arrive. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Good.